Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, qui est en train de se battre avec ses écouteurs, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Hello Armano, les joies de l'enregistrement. Et encore, on n'est pas en live. Ouais. Et notre invité cette semaine est Mathieu Wittfeut. Salut Mathieu. Salut. Ça va, j'ai pas écorché ton nom ? Non, c'est parfait. Mathieu, tu nous as l'air tout réchauffé parce qu'on est en visio là. Olivier et moi, on a un petit pull. Toi, t'es en t-shirt. Pourtant, tu m'as dit que t'étais dans les montagnes, donc ça chauffe bien dans ton appart. Ouais, ou en fait, j'ai pris l'habitude d'être en t-shirt en fait. Et là, je reviens d'une petite course à pied sous la neige. C'était féerique. C'était super sympa, ouais. Bon, écoute, on va y revenir justement, le pourquoi. Est-ce que tu t'es habitué un petit peu au froid ? Il me semble qu'il y a quelques semaines, tu t'es baigné dans une eau pas très très chaude. Mais avant tout, nous avons une tradition dans ce podcast, c'est que les premières minutes sont consacrées évidemment, comme tout le reste, mais plus particulièrement à notre invité. Donc, dis-nous, qui est Mathieu ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Et puis, quelle est ta pratique du sport ? Comment est-ce que tu as découvert le sport ? Alors, j'ai 27 ans, je m'appelle Mathieu, j'habite entre Paris et Annecy, je suis né au Mexique. J'ai grandi un peu à l'étranger, en Suède, en Belgique, en Angleterre. Et mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner des entreprises à gérer moins de déchets, en gros. Donc, j'anime une communauté de start-up et d'entreprises pour amener des projets d'économie circulaire. En gros, l'économie circulaire, c'est au lieu de jeter ton objet à la fin, en fait, tu lui donnes une seconde vie. Ça, c'est mon métier à 80%. Et en fait, les 20% du temps, je fais ce que je veux et je fais des projets un peu fous. En tout cas, cette année, là, ça s'est escaladé de façon très rapide. Mon rapport avec le sport, en fait, je dirais qu'il est né d'une façon assez simple. C'est juste l'envie du défi. Mais ça a commencé en fait avec un semi-marathon et je pense que j'avais 16 ans. J'avais pas le droit de m'inscrire et je me suis inscrit quand même. J'ai fait une fausse... j'ai faké mon âge et avec mon cousin, on s'est un petit peu challengé. On s'est dit, viens, on s'inscrit. Mon cousin Quentin. Et on a fait ce défi à 16 ans et on a tellement aimé qu'on l'a refait l'année prochaine, on l'a refait l'année d'après et jusqu'à ce qu'on fasse un marathon. Qui pour moi a été un truc de fou. En fait, je viens pas de ce monde-là, donc ça me paraissait vraiment inatteignable. Et mon premier triathlon, je l'ai fait la veille de mon bac. Quand tous mes potes faisaient la grosse teuf, moi je suis resté sagement chez moi pour faire ce triathlon qui était le triathlon de Paris. Et j'ai quand même une frustration énorme, c'est que j'ai jamais fait un meilleur temps que sur ce premier triathlon. Parce qu'on nageait avec le courant. Et parce que la course à pied, c'était genre... il y avait marqué 10 bornes, mais en réalité, c'était genre 9 bornes. Ou 8 bornes. Et du coup... Ouais, mais forcément, si les dés sont pipés, les résultats sont pas toujours les mêmes. Ouais, mais je me suis mis un petit peu un challenge avec moi-même de me dire, un jour, je ferai un meilleur temps. En même temps, c'est normal. En général, on fait de mieux en mieux. Enfin, jusqu'à un certain âge, en tout cas. Là, je pense qu'à 27 ans, t'as encore du potentiel devant toi, donc... Voilà, on verra. En tout cas, j'espère. Mais du coup, ça m'a amené à faire des petits défis. Et juste après le marathon de Paris, je donne une lettre à mon cousin dans lequel je lui dis pourquoi on partirait pas en vélo de la maison, d'un côté de la maison, et on reviendrait quelques années plus tard de l'autre côté de la maison. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un tour du monde en vélo et du coup, il me dit putain, c'est énorme comme idée. Par contre, j'ai envie de finir mes études. Donc, si on part, c'est dans 3 ans. Et du coup, pendant 3 ans, on a eu 3 ans pour préparer ce défi, cette aventure. Et c'est comme ça que je suis parti pédaler avec mon cousin un an et demi autour du monde. On a fait 18 000 kilomètres à la rencontre à chaque fois de solutions face au recyclage du plastique. Donc, ça nous a amené à faire plein de rencontres. Et suite à ce challenge, je suis rentré, j'ai intégré l'entreprise circulaire dans laquelle je travaille. Et puis par contre, dans mon boulot, c'était intellectuellement passionnant, mais physiquement, pas du tout. Du coup, j'avais besoin d'un petit challenge. Et il y a un vieux défi qui m'a rattrapé, c'est que
une des premières idées qu'on avait, c'était de faire un tour du monde sans utiliser de moteur. Donc, elle s'était dit, on va faire traverser à la voile, traverser Gibraltar à la nage. Et du coup, moi, je m'étais arrêté à Gibraltar. Je m'étais dit, ce serait bien de traverser à la nage. Et j'avais postulé, parce qu'il y a une association qui organise cette traversée. J'avais postulé et j'avais jamais eu de réponse. Et quand je rentre de mon tour du monde, dans l'avion, je reçois un email qui me dit voilà, c'est l'an prochain, à vous de choisir votre créneau. Il vous reste 2 semaines pour choisir votre créneau. Et j'avais complètement oublié cette histoire. Ça faisait 1 an et demi que tu nageais plus, que tu faisais que de pédaler. Exactement. Et je me dis, je vais quand même pas le faire tout seul. Je demande à des potes à côté. Personne est chaud. Donc je leur dis, ok. Voilà, je me dis, ça va peut-être me lancer. Ça va être une bonne chose. Et je reparle autour de moi. J'en parle à ma copine. Je lui dis, tu sais, j'ai ce défi. Est-ce que ça te tente de le faire? Et elle me dit oui. Comme ça, direct. Genre, il fallait choisir la couleur des rideaux, ou tu vois, c'est genre une petite décision, quoi. Et je lui dis, attends, Chloé, c'est quand même pas un truc, tu vois, il faut quand même réfléchir un petit peu. Elle me fait, non, c'est bon, oui, de toute façon, on se débrouillera. La sagesse féminine. Voilà. et du coup, en 2019, on a traversé le détroit de Gibraltar avec Chloé et aussi avec mon petit frère. On pourra revenir dessus, mais mon petit frère, j'ai proposé 1 mois avant, s'il voulait le faire. Et ça l'a chauffé. Et suite à ça, en fait, on a vraiment adoré l'expérience et on en est sorti. Oui, c'était dur, mais on s'est dit, en fait, on adore nager. Et 2 jours après, on voulait recontinuer à nager. Contrairement à des défis qui peuvent te dégoûter. Tu cours un marathon, après, le lendemain, t'as pas envie d'aller nager, quoi. Enfin, t'as pas envie d'aller courir, pardon. Alors que là, c'était différent avec la nage et c'est très différent. Donc, une espèce de passion pour la nage qui nous a poussé derrière à lancer un nouveau défi en juin. Qui était un peu fou aussi, qui était de descendre la Seine à la nage en relais pour retracer le parcours d'un mégot. Et quand je raconte tout ça, toutes mes aventures et tout à Théo Curin, que je rencontre à un déjeuner pour lui proposer de faire un TEDx, parce que j'étais coach TEDx à l'époque, il me dit, mais en fait, avec tous tes défis là, moi, il s'avère que j'ai un défi un peu fou aussi. Et je cherche quelqu'un comme toi qui a un peu un regard d'aventure et qui s'y connaît sur tout ce qui est économie circulaire, environnement. Est-ce que ça te tenterait de traverser le lac Titicaca à la nage? Et ça, donc c'était il y a 15 jours, et on en revient là de cette traversée avec Théo Curin et Maliam était là. C'était il y a 15 jours la traversée, pas il y a 15 jours que tu as rencontré Théo Curin. Ouais, c'était il y a 15 jours la traversée. C'était un peu plus long. Voilà. Non, il y avait 1 an et demi de préparation avec Théo et Maliam. Ouais. Alors attends, parce que tu as été quand même super vite. On est déjà arrivé à la traversée du lac Titicaca, mais tu nous as dit que tu avais commencé, ta rencontre avec le sport, c'était peut-être quand tu as fait un semi-marathon à 16 ans, et puis en même temps, tu t'avais postulé pour traverser Gibraltar. Tu savais quand même nager, tu avais quand même appris à nager avant, tu étais quand même nageur à la base, ou c'était juste un défi fou que tu avais en tête de traverser le détroit de Gibraltar sans même savoir véritablement nager? Si, je savais nager, j'avais fait un petit peu de compétition quand j'avais 12 ans en Suède, mais quand j'appelle ça de la compétition, en fait, pour moi, la natation, ça a toujours été un jeu, et j'ai eu du mal à le prendre au sérieux, en fait. Et donc, j'arrivais toujours en retard pour éviter la muscu. Quand il fallait faire des sprints, en fait, j'allais pas au bout de la piscine. Je faisais la moitié, et je me coulais un petit peu, j'attendais que les plus rapides passent, et je passais en dessous. Donc, c'était ma mentalité de se dire, franchement, je suis là pour m'amuser, et je comprenais pas cette idée d'être fatigué à chaque fois et tout. Puis j'étais avec un copain, on faisait que des conneries. On s'est fait virer même, je crois, du club au bout d'un moment. Donc, j'avais ce rapport où, oui, je savais nager, mais j'avais pas du tout cette endurance et cette caisse. J'avais fait un 5 km quand même. Ouais, ce qui est juste pas anodin, parce que 5 km, tout le monde se jette pas dans le grand bain pour faire un 5 km comme ça du jour au lendemain. Ouais, et c'était à Paris d'ailleurs. Et j'adore les courses en ville, parce que ça permet de changer le regard qu'on a sur l'urbain. Alors, quand tu dis c'était à Paris, c'était 5 km dans la Seine? C'était au canal de l'Ourcq. D'accord. Il y a une course qui s'appelle l'Open Swim Stars. Et ouais, en fait, vraiment, maintenant, dès que je retourne au canal de l'Ourcq, je me dis, c'était l'arrivée là. Enfin, vraiment, ça change le regard, quoi. Et on voit de la nature, on voit un aspect naturel dans un endroit dans lequel on vit au quotidien. Donc ça, je trouve que pour ça, les courses en ville, c'est fantastique. Ouais, ce qui est d'autant plus vrai en natation. Enfin, je veux dire, à la limite, à pied, que tu cours ou que tu marches, les rues, tu peux déjà les connaître. Après, la natation, c'est clair que je pense que ça donne une autre perspective, ouais. Alors,
par exemple, la natation, tu vas te dire le canal, il est dégueulasse en fait. Et quand tu t'es dedans, tu te rends compte qu'il y a des poissons, qu'il y a des algues. Mais je trouve pareil en course à pied, quand tu fais le marathon de Paris, tu vois, l'arrivée, tu la mentalises, quoi. Dès que tu reviens à Porte Dauphine, tu te dis, c'est sympa. Enfin, tu vois. Et du coup, il y a une valeur émotionnelle qui rajoute à la beauté de la ville, quelque chose à cette ville. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Enfin, pour revenir sur le triathlon de Paris, justement, j'ai participé aux premières éditions et donc c'est vrai que c'est impressionnant de te dire au tout début, parce que maintenant c'est presque mainstream, mais au tout début de te dire on va aller nager dans la Seine, on est une bande de tarés à mettre un néo, à aller nager dans la Seine, ressortir et puis tu sais même pas dans quel état tu sors en fait, parce que dans ton esprit, nager dans la Seine déjà c'est pas faisable, c'est juste inenvisageable. Et à la fin des années 90, c'était quelque chose d'y aller justement dans la Seine. Et puis, pareil, j'ai fait aussi les triathlons d'Anguin. Et alors, je sais pas si tu as eu l'occasion de le faire ou si tu connais, mais quand tu te mets dans l'eau, dans le lac d'Anguin, déjà, tu as une petite odeur qui est un peu désagréable. Et puis, si t'as pas de chaussons, et en général, en triathlon, on y va pieds nus, c'est pas très agréable tout ce que tu sens au fond du lac. Par contre, effectivement, une fois que tu as fait le triathlon, t'en ressors un peu déjà grandi et puis avec des expériences, avec une vision différente de la ville, de cette étendue d'eau et peut-être même, notamment toi, dans ta position où tu es, de se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait encore améliorer tout ça, la qualité de l'eau, la qualité de vie et autres. Et Armano, toi, t'as fait le triathlon de Paris dans les années 90 ? Fin des années 90, au tout début des années 2000, quand il a repris. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et ce triathlon de Paris, du coup, elle est comment l'eau de la Seine ? Parce que j'ai vécu à Paris, la Seine, je la voyais tous les jours, et je me suis toujours dit, ça doit être marrant un jour d'aller nager là-dedans, mais elle doit quand même pas être très clean, quoi. Et moi, j'ai entendu un peu les deux, quoi. J'ai entendu des gens qui me disaient, en fait, la Seine, ça va, c'est pas si sale que ça a beaucoup changé par rapport à avant. Et j'ai aussi entendu des gens qui m'ont dit, non, le triathlon de Paris, moi, je l'ai fait une fois, mais je le ferai plus parce que l'eau était dégueulasse. Alors, en fait, c'est une question sur laquelle on est devenu presque expert. Parce qu'on a préparé, du coup, avec 3 autres nageurs, la première descente de la Seine à la nage, de Paris jusqu'à Deauville. Et en fait, du coup, c'est interdit de nager dans la Seine. Donc, il a fallu qu'on débloque les autorisations ponctuellement pour pouvoir nager dans la Seine. Et pour ça, on a mis 1 an, en fait, à se renseigner auprès des plus grands experts sur le sujet. De ce que j'en ai compris, si j'en fais une petite synthèse, la pollution, elle est très hétérogène. Donc, elle est vraiment ciblée à 2 endroits clés, à Paris et près de HR. Paris, parce qu'en fait, il y a les déjections des péniches. Tu vois, ils sont pas rattachés, en fait, pas encore rattachés. Ils sont pas rattachés aux égouts, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Ils sont pas rattachés aux égouts. Et à HR, parce qu'il y a une des plus grosses stations d'épuration d'Europe. Donc, ce qui est rejeté, il y a une concentration de bactéries qui, à cet endroit, est plus importante. Et à Paris, pareil. Maintenant, ça veut pas dire pour autant... En gros, ça respecte pas les normes européennes. Donc, tu peux pas te baigner au quotidien dedans. Maintenant, si tu passes rapidement, normalement, il y a pas trop de problème. Il y a des gens qui se baignent tous les jours dedans. Tu vois, c'est les plongeurs qui y vont. Et par contre, ce qui est super important, c'est d'avoir un vaccin contre la leptospirose. C'est l'urine des rats qui, en fait, va dans l'eau et peut causer, en fait, des troubles majeurs. Si tu chopes cette bactérie, il y a peu de chances que tu la chopes. Il y a très peu de chances. Mais si tu la chopes, t'es mal. Donc, nous, on a fait 2 vaccins contre la leptospirose. Pour être équipés. Après, les autorités, ils ont pas accepté notre dossier quand même, mais après, il y a eu des enjeux politiques et tout, ça nous a dépassé. Donc, on a fait une parade en disant qu'on nagerait avec un tuba hermétique. Donc, c'est un tuba qui nous empêche de boire l'eau de la tasse, quoi. Notre postulat, après, c'était de se dire, il y a des gens qui font du ski nautique aux portes de la Seine tous les jours, qui n'ont pas le vaccin, qui n'ont rien, qui se prennent des tôles énormes. Et nous, on nage, on passe peu de temps, on est surentraîné. Donc, Oui, puis quand tu nages, en général, tu bois pas l'eau, quoi. Voilà, t'es pas censé boire l'eau. Et franchement, du coup, pour avoir nagé dedans, déjà en été, c'est là où elles sont plus propres. Parce que y a moins de crues. Donc les crues, c'est vraiment un problème majeur. Parce que en fait, c'est les bouches d'égout qui débordent. Et là, tu te retrouves avec toutes les saloperies. Donc, s'il y avait une crue, on n'aurait pas nagé. Première chose. Et en été, en fait, avec les rayons du soleil, ça vient filtrer les bactéries
et les tuer sur la première couche de l'eau. Donc en fait, elle est propre et franchement, pour avoir nagé une semaine dedans, du coup, tous les jours, jour et nuit d'ailleurs, en fait, le but c'était un relais jour et nuit entre nous, on pourra revenir dessus peut-être, mais je l'ai pas trouvé sale en fait. Et vraiment, on est parti de Paris. Après, j'ai pas vu de poisson non plus, mais il y a pas un moment où je me suis dit c'est dégueulasse. Le moment où c'est dégueu, c'est en automne en fait, ou quand il y a les crues aussi, qu'on voit tous les déchets, il y a pas de feuilles et tout, alors que en fait, en été, c'est fantastique. Il y a vraiment des feuilles, des oiseaux, tu sens qu'il y a une vie, en fait. Et t'as vraiment l'impression de te promener dans un parc, tu vois. C'est un bol d'air dans un milieu urbain. Et ça, on s'en rend pas compte. On se rend pas compte que le corridor écologique de Paris, en fait, c'est pas le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes, mais c'est vraiment la Seine, quoi. C'est les bords de Seine. Ouais. Et donc, de ce triathlon de Paris, donc ça nous amène à ton projet Zéro Mégot que tu as mentionné là rapidement tout à l'heure. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, alors le but, nous, il y a un problème qui nous chatouille un peu, c'est les mégots. Pourquoi ? Parce que depuis 32 ans, c'est le premier déchet qu'on retrouve dans les océans. Alors pourquoi 32 ans ? Pourquoi pas 33 ? Pourquoi pas 30 ? Pourquoi pas plus longtemps ? Parce que l'humanité fume depuis plus que 32 ans. C'est une bonne question. Je pense qu'en fait, ça fait 32 ans qu'ils font cette étude. D'accord. Tout simplement. Et donc après, on n'a pas d'infos. Mais en fait, du coup, c'est un problème énorme. Et moi, je suis surpris, même dans mon métier, je ne savais pas, en fait. Donc, j'ai été vraiment surpris d'apprendre ça. Et je me suis dit, on ne se rend pas compte de l'impact d'un mégot. Le mégot qu'on jette dans les rues de Paris, il finit dans le caniveau, qui finit dans la Seine, qui finit dans la mer. Le problème, c'est qu'un mégot, c'est du plastique. Donc, ça va mettre 12 ans à se biodégrader. Mais dedans, il y a entre 2000 et 4000 substances chimiques qui vont se libérer dans la Seine. Et du coup, mais c'est vraiment les pires substances qu'on peut trouver. On retrouve de l'arsenic, on retrouve plein de cochonneries qui vont du coup inhiber toute la progression de la biodiversité. D'ailleurs, on dit c'est un très bon désherbant. Bah, c'est normal, en fait, ça tue tout. Donc, quand tu le mets dans l'océan, bah, les poissons, ils le mangent, les oiseaux, ils le mangent, et derrière, ça a des catastrophes, ça a des conséquences catastrophiques. Donc, autour de ce mégot, on s'est dit, OK, c'est un gros problème. Maintenant, comment on explique à un fumeur que son mégot, au lieu de le jeter par terre, il peut faire 50 mètres et le jeter à la poubelle, sans le pointer du doigt ou quoi. On s'est dit, bah, pour conscientiser ça, on va montrer l'impact d'un mégot. On va montrer que c'est un vrai problème. Donc, on a fait 2 choses. Première chose, c'est organiser le record du monde de collecte de mégots. Donc, on a organisé ça le 29 mai. Il y avait 1200 personnes à Paris qui se sont rassemblées pendant 3 heures, un samedi matin, pour collecter 800 000 mégots. Attends, c'est dingue ça. Et attends, comment vous organisez, comment vous faites pour mobiliser 1200 personnes déjà ? Et logistiquement, vous faites quoi ? Vous faites une montagne avec les 800 000 mégots ? Ça ressemble à quoi ? Et vous les avez comptés aussi ? Ouais, c'est un boulot énorme d'organisation et de préparation. L'idée, c'était de quadriller tout Paris avec des zones, les zones les plus touristiques, les plus importantes, et de s'appuyer sur des réseaux. Donc, on a mobilisé une vingtaine d'associations. On a mobilisé des lycées, on a mobilisé des entreprises pour qu'ils puissent venir et collecter. En fait, il y avait une grande marche, un peu comme un défilé dans tout Paris. Un défilé un peu bizarre parce que les gens avaient des gants, des sacs, des masques, tout ça, du gel hydroalcoolique, etc. Et sur chacun des points, donc il y avait une quinzaine de points, il y avait un beach flag avec quelqu'un qui récupérait dans des sacs poubelles tous ces mégots, qui après étaient tous acheminés au pied de la Tour Eiffel pour remplir des jauges géantes. Donc il faut imaginer des jauges qui font 2 mètres de haut et qui sont plus larges que si on était tous les 3 serrés les uns contre les autres, et remplis de mégots. Et on avait un huissier qui est venu compter, alors pas mégot par mégot, sinon il en aurait eu pour 3 mois. Par mètre de cube, j'imagine. Par rapport au poids. Par poids, ouais. Il a fait au poids. Par poids. Et donc on a eu une. En fait, on a fait aussi. C'était aussi pour faire beaucoup de bruit médiatique. Donc il y a plein de médias qui sont venus en parler. C'était vachement visuel. T'as la maire de Paris qui est venue aussi montrer tout ça. Et c'était un moment en fait assez triste de voir toute cette pollution. 800 000 mégots, c'est énorme. Et en même temps, assez beau de célébrer cette force citoyenne, de se dire on a un problème, mais si vraiment tous on se mobilise, en une journée, en fait, on peut avoir un impact énorme. Donc ça, c'était vraiment la première chose sur les mégots.
Et la deuxième chose, du coup, c'était de partir au moment où on a certifié le record, de partir directement à la nage pour se dire, ces mégots, si on les avait pas ramassés, voilà où est-ce qu'ils auraient fini. Et du coup, pendant 7 jours... Vous n'avez pas été vicieux, vous n'avez pas pris un mégot, vous ne l'avez pas jeté dans la Seine et puis vous l'avez suivi. non, on aurait mis peut-être un peu plus de temps, je pense. Et du coup, là, on a fait un relais de nage, tous les 4. Donc, il y a Chloé, Lucas, qui est mon petit frère, et Louise, qui est la cousine de Chloé. Tous les 4, donc c'est une petite affaire familiale. On s'est relayés, en fait, jour et nuit pour parcourir ces 380 km. Alors, quand tu dis que vous êtes relayé, c'est-à-dire vous vous êtes mis dans l'eau et puis à tour de rôle, vous avez nagé, ou comme un petit peu l'autre défi dont on parlera tout à l'heure, vous tiriez un radeau, quelque chose avec vous, et les 3 autres étaient sur le radeau pendant que vous nagiez. Comment, d'un point de vue logistique, comment c'était ? D'un point de vue logistique, le but, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un qui nage. Okay. 24 heures sur 24. Donc, en fait, moi, je vais nager 1 heure. Je reviens, c'est Chloé, Lucas, Louise qui y vont, et après, c'est moi qui y vais. Donc, j'ai 1 heure de nage, 3 heures de repos. 1 heure de nage, 3 heures de repos. Ouais, et attention, parce que les 3 heures de repos, en général, c'est pas tout à fait du repos, quoi. Ouais. Faut que je mette... faut que tu te sèches, faut que tu changes, faut que tu manges, enfin... Exactement. Donc, tout était... En fait, c'était ça aussi, l'aspect nouveau et hyper excitant, c'est de se dire, il faut connaître ses cycles de sommeil, il faut connaître ses cycles de digestion, il faut connaître sa capacité de récupération, parce que il fallait déterminer le meilleur créneau. Est-ce qu'il faut nager 2 heures, 1 heure? Et à côté de nous, il y avait une péniche qui nous accompagnait, et qui était notre camp de base. Et sur cette péniche, c'est là où on se reposait, c'est là où on mangeait. On avait toujours un kayakiste qui nous aidait, donc il y avait aussi des kayakistes qui se relayaient. Parce que déjà, nager de jour, c'est interdit, mais nager de nuit, dans un fleuve... C'est juste un peu dangereux dans la Seine, c'est un des axes les plus fréquentés. C'était un sacré défi, en tout cas. Et donc, vous aviez toute une équipe à bord sur la péniche qui vous suivait, quoi. On avait toute une équipe. Il y avait quoi ? Il y avait des kinés, des médecins, des nutritionnistes, il y avait quoi ? Il y avait un capitaine. Il y avait un second... Enfin, le capitaine, c'est un copain. En fait, c'est celui qui a une péniche depuis 10 ans et qui nous a dit « Je suis chaud pour vous aider et vous accompagner ». Donc ça, c'était quand même une rencontre énorme. Et à côté, il y avait son second, qui est un médecin en formation, donc qui nous aidait aussi, avec lequel on a défini des protocoles en fait de sauvetage, parce que s'il se passe quelque chose, en fait, c'est hyper important de pouvoir être réanimé sous les 3 minutes. Donc ça, c'était un truc important. Et après, il y avait 2 caméramans pour faire un documentaire qu'on est en train de préparer, et ma mère qui faisait les repas. Et à côté de ça, il y avait toute une équipe qui voulait nous suivre parce qu'ils étaient à fond sur le projet. Family business, quoi. It's a family business. T'avais les parents de Chloé. En fait, c'était aussi... c'est génial de pouvoir embarquer sa famille là-dedans, en fait. Donc, mon père, il suivait en camping-car, le truc. Et en fait, ils étaient tous à fond, ce qui nous a permis à l'arrivée de faire une énorme soirée tous ensemble et de vivre ces moments vraiment et de les partager, en fait. Et ça, je trouve que c'est un truc fantastique que je retrouve pas forcément dans le triathlon ou dans la natation comme sport individuel. C'est que les défis, on les vit tout seul et on a plus de mal à les partager. Donc l'avantage de l'aventure, je trouve que ça permet aussi d'embarquer plus de gens. Alors justement, tu parles du triathlon, tu parles de la natation. Tu nous as dit que tu avais fait quelques triathlons et que tu as commencé par le triathlon de Paris. Ta carrière de triathlète, est-ce qu'elle s'est arrêtée là ou est-ce que tu as continué sur d'autres épreuves ? Est-ce que tu es monté sur plus long en termes de distance et quels sont tes objectifs en termes de triathlon avant qu'on passe sur d'autres choses et qu'on vienne sur la partie aventure ? Alors, en triathlon, en fait, j'ai adoré ce format et je me suis dit à la fin du triathlon de Paris, c'est passé super vite. Et pourtant, je sais plus, j'avais fait 2h15 ou 2h18 ou un truc comme ça. Et j'ai adoré, en fait, j'ai tellement adoré que je suis parti faire mes études en Angleterre, dans un campus qui s'appelle Loughborough University. Et là-bas, il y a des infrastructures de dingue et il y a un gros niveau de triathlon. Il y a parmi les meilleurs athlètes anglais, triathlètes anglais qui s'entraînent là-bas. Et j'ai pris une claque sur mon premier entraînement de natation, d'ailleurs. J'ai pris une grosse claque. Parce que j'arrive et il y a 4 lignes. Donc la ligne 1 étant les moins forts, la ligne 4 étant les plus forts. Et j'arrive et je me dis, ouais, j'ai fait de la compète quand j'avais 12 ans, je suis un petit peu un chaud de la natation et tout.
Je me mets en ligne 3. Donc, pas chez les meilleurs en feintant une fausse modestie, mais chez les sous-meilleurs en me disant quand même. Et là, au bout de 300 mètres, l'entraîneur, il me dit, attends, vas-y, descends en ligne 2. Et là, au bout de 300 mètres, il me dit, non, Matt, tu descends. Et là, je me retrouve avec une nana qui a un seul bras, qui nage plus vite que moi. Et je me dis, oh là, mais en fait, je suis nul. Attends, parce qu'en parlant de nageurs nuls, t'en as un en face de toi. Moi, il faut savoir qu'il y a 4 ans, je savais pas nager, quoi. Donc, je viens aussi de loin. Quand tu dis nul, c'est quoi ton niveau, je sais pas, ton allure au 100 mètres, par exemple En fait, aujourd'hui, c'est un peu biaisé parce que maintenant, je me suis pas mal entraîné. Non, mais à l'époque, quand justement tu passes de la ligne 3 à la 2 et de la 2 à la 1, et limite, peut-être, t'es en train de nous dire s'il y avait eu une 0, t'aurais été dans la 0. Tu te sentais comment sur un 100 mètres ou sur un 400, un 800 En fait, j'ai toujours été meilleur en sprint qu'en plus long. Mais surtout si tu faisais des coulées au milieu du bassin, ça je veux bien comprendre. J'adore les coulées en plus. On reviendra dessus, mais c'est mon truc préféré. Mais je vais mettre 30 secondes sur 50 mètres. Ok, donc c'est rapide. Peut-être. En tout cas, pas là-bas, Olivier. Ok, d'accord. Et du coup, pour répondre à ta question, Armano, voilà, je me suis rendu compte que j'étais pas très bon, mais j'ai beaucoup aimé en fait le triathlon. Et le problème, c'est que je me suis beaucoup blessé. J'ai eu le TFL, j'ai eu 3 entorses, et en fait, à chaque fois, ça m'a freiné à fond dans ma progression. Et j'avais un copain qui était champion de France de duathlon et qui me coachait en fait, qui me donnait les entraînements, qui était là-bas aussi. Et en fait, j'ai jamais réussi vraiment à les suivre parce que j'arrêtais pas de me blesser. C'est peut-être ça aussi qui m'a orienté vers la natation parce que finalement, c'est un sport tellement sain que j'ai moins ce problème-là. C'est vrai que pour se blesser en natation, faut y aller quand même. Ouais, c'est pas impossible. Enfin, en tout cas, les nageurs ont beaucoup de problèmes d'épaule ou trucs comme ça. Oui, puis moi j'ai des problèmes de vue, je me prends souvent les bords, donc non, je comprends tout à fait. Mais eu égard à la course à pied, qui est pas, la natation est un sport porté et en plus dans un fluide, donc pour se blesser, il faut quand même y aller, il faut faire pas mal de distance et puis bourriner. Là où en course à pied, finalement, si tu fais pas tant de distance que ça, mais si t'as pas toujours la bonne technique, tu peux beaucoup plus te blesser. Ouais, c'est sûr. Et donc en fait, j'ai enchaîné, je pense, une dizaine ou une quinzaine de triathlons. Je m'épanouis vraiment dans le plus long. Donc le plus long, enfin en gros, plus c'est long, plus je m'épanouis. Et pour l'instant, je me suis arrêté au semi-Ironman. J'ai fait celui des Sables d'Olonne avec Théo. C'est marrant parce qu'en même temps, tu dis que t'es meilleur en sprint que sur le long. Donc en fait, tu t'épanouis plus là où t'es moins bon, quoi. Ouais, exactement. Ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, je fais ça pour le kiff plus que pour la performance. Et du coup, ouais, Sables d'Olonne, j'ai vraiment aimé. Et j'ai fait un long aussi à Royan. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Et voilà, la paella à la fin était très très bonne. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'épanouis plus justement sur du plus long ? Est-ce que c'est une partie du triathlon, enfin une des disciplines du triathlon en particulier, ou c'est justement la longueur de l'effort, la gestion de l'effort, le fait de pas tout donner au début et de savoir administrer un peu le niveau d'effort, ou c'est la solitude, parce que tu disais que ce que t'aimais bien aussi dans les défis que t'as relevés, c'est que c'était, même si c'était des sports individuels, c'était pas si individuel que ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'épanouis plus dans des épreuves un peu plus longues ? En fait, j'ai compris un jour sur le semi de Boulogne, le semi-marathon de Boulogne, j'ai compris une leçon que j'ai gardée. En fait, donc je vous ai dit, mon premier objectif, c'était de faire un semi-marathon. Et depuis, c'était une obsession de faire sous les 1:30. Mais à chaque fois, vu que je me blessais, j'avais très peu de temps pour m'entraîner. Et jusqu'à un moment, la bonne fenêtre se passe. Et avec mon cousin, c'était toujours la guerre. Et tous mes potes, c'était pareil. Le premier qui passe sous les 1:30 et tout. Donc, on se tirait la bourre comme des fous. Sauf que eux, ils passaient leur moment en soirée et tout. Et ils se blessaient pas. Et moi, je me blessais, mais j'adorais faire du sport. Et un jour, je m'entraîne, pendant plusieurs mois, je m'entraîne bien. Je pense pendant 3 mois. Et je fais la course parfaite. 1h26 au semi de Boulogne. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais pas, peut-être pour ceux qui nous écoutent, ça peut être pas top, mais à l'époque, j'étais jeune. Et franchement, tout se passe nickel et je passe l'arrivée et j'ai pas de soulagement, en fait, j'ai rien. J'ai une espèce de vide en me disant, en fait, il s'est rien passé. J'ai vécu un truc, j'ai fait peut-être une performance pour moi
Trop facile, quoi. Pas trop facile, mais mentalement, il s'est rien passé d'intéressant. T'avais tellement idéalisé cette réussite que finalement... Ouais, en fait, je me suis dit, je suis pas fait pour la performance. Moi, le sport, je fais pas ça pour ça. Je fais ça pour me faire kiffer et pour découvrir quelque chose mentalement. Et si je fais une course parfaite que j'ai déjà programmée et que rien de nouveau se passe, je m'étais dit, tu vas à telle vitesse, tel truc. J'avais l'impression de suivre un truc et oui, à la fin, j'ai fini en sprint comme un ouf, mais j'ai compris que pour moi, l'objectif du sport, c'était vraiment une expérience mentale avant d'une expérience physique. Avec du coup les chiffres, en fait, je m'en fous, entre guillemets. Et c'est pour ça que dans le long, je retrouve vraiment ce voyage mental qui fait que je me pose des questions, je vais découvrir qui je suis. Et c'est vraiment ça, en fait, ma quête. Beaucoup plus qu'une performance, un score, un placement ou un truc comme ça. Donc tous les sports, tu vois, le triathlon, mais en fait, j'adore aussi l'alpinisme. J'adore, tu vois, le voyage en vélo, tous ces trucs-là qui font que tu as vraiment le temps de réfléchir. Donc, tu es parti faire un tour du monde. Et c'est pour ça que je suis parti effectivement en 2017 avec mon cousin. Et attends, si on revient un petit peu sur ce tour du monde, vous avez préparé ça pendant 1 an et demi, c'est ça, c'est ce que tu disais? On l'a préparé entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on est parti, il y a eu 3 ans. Après, moi, j'ai mis... Donc, on finissait nos études. Moi, j'ai pris 6 mois à temps plein pour le préparer. Et quand tu dis le préparer, c'était quoi? C'était logistiquement? C'était physiquement? C'était quoi? Financièrement aussi? Physiquement, pas du tout. Non, pas du tout. On s'est pas préparé. Par contre, c'était financièrement aussi, on a trouvé des sponsors. Ça a couvert l'ensemble des frais du défi. On a aussi tout le sujet sur les solutions face aux déchets plastiques. En fait, ça nous a permis de cartographier 300 projets à travers le monde et de se dire, voilà là où on veut aller, précisément. De monter un crowdfunding aussi, d'acheter le matériel, d'aller médiatiser un petit peu le projet. On a fait une web-série, et moi j'y connaissais rien à la vidéo, donc on a dû comprendre un petit peu les rouages du montage et de la prise de vue. Donc on l'a préparé tous les deux et on est parti comme ça avec des vélos lourds, tu vois, ils font 17 kilos, mais qu'est-ce qui roule bien, c'est fantastique. Et avec le chargement, donc au total on était à 50 kilos de chargement sur le vélo. Et du coup, là, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens ce bonheur, ce plaisir? Est-ce que tu as des émotions, contrairement à quand tu passes la ligne d'arrivée du SMIT Boulogne en 1h26? Est-ce que justement ça te fait vibrer de prendre le départ de ce tour du monde, de le vivre, et puis d'arriver, de revenir de l'autre côté de la maison 1 an et demi après? Ouais, parce que j'ai l'impression qu'en fait, je me trompe pas d'objectif. L'objectif, c'est pas la ligne d'arrivée. C'est vraiment ce que je suis en train de vivre à l'instant présent. Et donc, en fait, tous les matins, quand je me lève, je me dis pas, tiens, j'ai vraiment envie d'arriver à cette ville. Je m'en fous, en fait. Je me dis, c'est magnifique. Regarde ce paysage qui déroule. Regarde ces gens que tu connais pas, cette culture. Donc, on a traversé, par exemple, l'Iran en hiver. Donc, l'Iran, c'est vachement désertique, en fait. Donc, pendant une dizaine de jours, on fait pas un virage. En fait, on est sur la même ligne droite au milieu d'un paysage qui n'avance pas. Donc, t'imagines le voyage mental que tu fais là-dedans. C'est énorme. On a remonté toute l'Afrique de l'Est en vélo. Donc, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, Tanzanie, Rwanda. Enfin, t'imagines les rencontres que tu fais, la joie de vivre que tu prends. Il y a vraiment cette proximité, en fait, avec les éléments et avec ton propre corps que tu retrouves pas dans... Moi, j'ai du mal à m'entraîner en piscine, tu vois, à faire du vélo en home trainer. Je sens pas ces éléments. Je me sens pas vivant, tu vois. Et donc là, c'était vraiment une claque, quoi, parce que t'es connecté à tes émotions, t'es connecté à toi-même et c'est un voyage initiatique beaucoup plus que physique. Et malgré tout, t'es pas tout seul, parce que tu l'as dit, t'es parti avec ton cousin. Donc, au niveau de la cohabitation, comment ça se passe? Est-ce que ça vient pas un petit peu perturber, interférer, créer des des interférences? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une confrontation entre le fait de se retrouver face à soi-même, livré à la nature, peut-être des moments tu te sens un peu sortir, tu te vois un petit peu pédaler dans ces grands étendues, dans ces grands espaces, et malgré tout, t'as un compère de voyage avec toi, avec qui de temps en temps faut tenir le bout de chandelle, faut discuter, faut échanger. Comment ça se passe? On a une grande chance avec Quentin, c'est qu'on se connaît bien. Et ensuite, l'avantage du vélo, c'est que tu es tout seul sur le vélo. Tu ne parles pas trop, tu es l'un derrière l'autre, parfois l'un à 200 mètres de l'autre. Enfin, tu es vraiment dans ta bulle.
Et du coup, c'est quelqu'un qui vient plutôt te challenger sur des idées parce que sinon, vraiment, tu te sens tout seul, quoi. Sinon, si t'es dans la solitude. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un compagnon qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Parce que sinon, peut-être, on aurait craqué chacun plus tôt, en fait. Donc, franchement, non, après, c'est vrai qu'au quotidien, de vivre dans la même tente, en fait, c'est pire qu'en coloc. Parce que tu vis dans une tente, dans la même tente, tu fais les mêmes choses, tu te lèves aux mêmes heures, tu as les mêmes... Puis au bout d'un moment, en fait, on avait même les mêmes réflexions. C'est-à-dire, moi, je vais lui dire un truc, il me dit, ouais, j'y ai pensé il y a 2 heures. J'ai déjà tout ce à quoi tu as réfléchi, là, j'ai déjà réfléchi il y a 2 heures. Donc, il y avait presque trop de symbiose. Et donc, c'était aussi important d'avoir des moments, en fait, où chacun pouvait respirer. Donc, par exemple, en Nouvelle-Zélande, on a pris presque une semaine et on s'est dit, chacun, là, on part tout seul. Et on se retrouve au bout d'une semaine. Et c'est parce qu'à ce moment-là, on en avait besoin. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut faire un long voyage, je lui conseille d'anticiper ces moments et de se dire, on se fait des petites parenthèses. Parce que sinon, on se construit dans la dépendance de l'autre. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on peut que voyager parce que l'autre, il fait tel truc. Donc, moi, je pourrais pas le faire. Et donc, c'est important de garder cette idée. Et peut-être d'ailleurs, c'est une analogie pour la vie de couple. Tu vois aussi l'idée de se dire, je suis indépendant, mais je choisis l'autre parce qu'il m'apporte quelque chose. Ouais, et en même temps, ça doit pas être évident non plus de dire en fait, moi je vais partir tout seul pendant une semaine et puis voilà. Enfin, tu vois, il faut que les deux soient, il faut que ça vienne un peu des deux, quoi. Sinon, c'est peut-être difficile aussi à recevoir pour l'un. Tu vois, ça peut être mal pris, non? Mon conseil, ce serait de se fixer dès le début des plages où c'est prévu. Maintenant, la façon dont on l'a fait, c'est qu'en fait, on s'est pas disputé pendant 8 mois. Et au bout de 8 mois, il y avait trop d'émotions qui est venue, on s'est disputé et du coup on s'est engueulé. Et à ce moment-là, on s'est dit on a besoin en fait de prendre un peu de temps de recul pour réfléchir à tout ça. Et quand on s'est retrouvés une semaine après, on était super contents de se retrouver en fait. Ça nous a permis de digérer tout ça, de s'excuser aussi, de prendre du recul. Donc là, c'était justement nécessaire pour qu'on puisse continuer l'aventure ensemble. Et franchement, c'était fantastique. Et à ce moment-là, je regrette pas du tout de m'être disputé parce que j'ai appris sur moi-même un truc énorme, tu vois. J'ai appris que les choses, en fait, il fallait les dire quand on les pensait. Ouais, et pas attendre que ça s'accumule, quoi. Après 8 mois, j'imagine qu'il y a pas mal de trucs qui se sont accumulés, quoi. Ouais. Donc, prendre sur soi, en fait, c'est pas forcément une bonne chose parce que derrière, ça crée des conséquences plus dures. Et c'est ça le but, parce que ce voyage, du coup, il m'a appris sur moi-même, par exemple, cette leçon que j'aurais peut-être subie si je l'avais pas appris pendant les années après. Et il y a un truc aussi, à mon avis, qui a dû aider, en tout cas, à éviter les tensions, c'est que vous le faisiez pas en mode performance. Et ça, je pense que ça fait vraiment la différence, quoi. Si tu le fais en mode, écoute, il faut qu'on fasse minimum 250 km par jour et que on arrive avant telle date, etc., je pense que tu rajoutes un petit peu c'est un terrain fertile pour le conflit, quoi. Ouais, on a croisé comme ça au Mozambique un Norvégien, je crois, qui faisait Cape to Cape. Ouais. Cape Town à Cap Nord, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et il arrivait et son but, c'était de battre le record. Et donc, déjà, un mec qui a des prolongateurs sur un vélo de voyage, ça interpelle. Et donc, on le voit arriver et tout, et on parle de 3 secondes, parce qu'on voit pas beaucoup de voyageurs à vélo. Et nous, on lui dit, ouais, tu vas voir, le Mozambique, c'est un pays fantastique, il y a des gens incroyables, une culture portugaise et tout. J'ai pas le temps. Et ouais, en fait, il nous a dit, non, mais moi, hier, j'ai fait 200 bornes, demain, je fais 150, avant-hier, j'ai fait 400 bornes, ou je sais pas, 300 bornes. Et on était là, putain, mais on s'en fout, nous, de ton nombre de bornes, tu vois, on veut savoir qu'est-ce que t'as vécu et tout. Il était là, bon, là, ça fait 10 minutes, les gars, faut que j'y aille. Et c'est vrai que c'était cette optique, mais après, nous, ça nous a vraiment... dégoûté un petit peu de cette approche où en fait ils consomment les paysages au lieu de les déguster, quoi. C'est vraiment 2 choses complètement différentes, quoi. Ouais, soit voilà. tu le fais en mode compète, soit tu le fais en mode voyage, quoi. Mais donc, le fait de le faire en mode voyage, je pense que c'est en tout cas un petit peu plus cool aussi. Ouais. C'est une autre optique. Ça dépend de tes objectifs, effectivement. Ouais, mais en tout cas, moi je me suis dit, wow, ça j'aimerais pas trop. Et du coup, pour reprendre un peu le parcours, parce que tu nous as parlé du coup de l'Iran, de l'Afrique, de la Nouvelle-Zélande, donc t'es parti d'où et t'es allé, c'était quoi l'itinéraire?
On a fait des espèces de grands sauts de puce, mais on est parti de Paris, on est allé jusqu'au Maroc. Okay. Après, on a pris un vol pour l'Afrique du Sud. On est remonté d'Afrique du Sud jusqu'au Rwanda. Après, on a pris un vol pour l'Iran. On a traversé l'Iran. Ensuite, on a pris un vol pour l'Inde. Et là, on a traversé l'Inde, qui était un beau challenge d'ailleurs, d'est en ouest. Et pardon, d'ouest en est. Ensuite, on est allé en Nouvelle-Zélande et en Indonésie. Il y a des beaux projets là-bas. Et finalement, on a fini au Chili, où on est passé du Chili jusqu'au Brésil, en passant par le désert d'Atacama. Excellent. Et après, dernier petit truc pour rentrer en douceur, Paris-Londres avec la famille en vélo, et ça, c'était sympa. Enfin, Paris-Londres ou Londres-Paris ? Londres-Paris en plus, t'as raison. Merci Hermano dessus. Et vous avez fait comment pour traverser la Manche ? Le vélo dans une navette ? Ouais, le vélo dans la navette. Ok. À l'époque, je savais pas encore que j'allais nager, en tout cas. Ouais, et ça parce que tu l'as fait, parce que tu disais, il y avait aussi un projet à côté de ça, c'était de rencontrer justement des projets d'économie circulaire. Exactement, en fait, dans chacun des pays, on allait rencontrer des personnes qui ont des parcours incroyables et des idées inspirantes. Et donc vous avez fait votre parcours en fonction de ça, en fonction de ces personnes-là, ou bien vous avez d'abord fait l'itinéraire et puis vous avez dit on va chercher des gens dans ces régions-là ? Les deux. On s'est dit, on choisit les pays, principalement des pays émergents, parce que c'est plus dur de savoir ce qui se passe sur l'économie circulaire. On a fait une énorme cartographie et on savait, il y a des pays qu'on voulait aller voir en vélo, mais beaucoup de pays où on s'est dit là, il y a des projets qu'il ne faut pas qu'on rate. Et en même temps, les pays émergents, en termes d'économie circulaire, moi j'aurais tendance à dire qu'à la limite, ils en font plus que dans les pays développés, dans le sens où ils ont limite pas le choix, quoi. Tu vois, je veux dire, ils apprennent à valoriser justement les déchets ou à donner une seconde vie à certaines choses, beaucoup plus que chez nous. J'ai l'impression, en tout cas, moi j'ai travaillé dans le domaine du waste to energy dans mes premières années de pro, quoi. Où on récupérait des effluents agro-industriels pour en faire notamment du biogaz et des engrais naturels, etc. Et donc, et c'est des trucs, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les pays justement tropicaux parce que on était spécialisé là-dedans, mais parce que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup plus dans ces pays-là qu'en Europe, quoi. Et c'est pour ça que j'ai vécu pendant plusieurs années entre la Colombie, le Brésil, la Malaisie, parce que c'est dans ces pays-là que on valorisait plus ces choses-là. Et toi, du coup, qui est expert dans la circularité, qu'est-ce que t'en penses ? C'est vrai ou c'est... C'est assez mitigé parce qu'il y a une créativité que nous, on n'a pas, qui font qu'ils transforment ces déchets. Maintenant, en fait, ils ont des déchets dont ils peuvent rien faire, en fait. Donc nous, par exemple, tout ce qu'on appelle du multi-layer packaging, donc un package chips, où il va y avoir plusieurs couches de plastique. Nous, on va le concevoir chez nous parce qu'on va pouvoir le brûler, en faire de l'énergie. Eux, en fait, ça arrive chez eux, ils peuvent rien en faire. Donc, ils le brûlent devant chez eux, ce qui est extrêmement toxique ça cause des cancers, notamment auprès des enfants. Donc ça, c'est un problème de santé, c'est un problème environnemental aussi. Et donc, t'as des exemples, typiquement, là, je reviens du Pérou, les déchets, ils les récupèrent, ils font un trou dans le désert et hop, ils les mettent dedans. Et ça, c'est parce que c'est notre modèle de consommation qu'ils appliquent sans adapter les infrastructures de collecte, de revalorisation que nous, on peut avoir et qui sont largement perfectibles. Mais du coup, c'est mitigé dans le sens où, oui, ils ont de la créativité, oui, il y a des projets qu'on ne trouve pas ailleurs, mais d'un autre côté, en fait, ils ont une gestion très mauvaise de certains déchets aussi, et beaucoup plus toxiques. Okay. Et en plus, certains pays sont encore plus dans la mouise, parce qu'ils ont les déchets des autres pays, et on leur envoie du coup tous les déchets, donc ils se retrouvent avec des décharges énormes qui viennent polluer tout l'écosystème et leur économie aussi. Ok. Et donc ça, c'était ton premier projet, on va dire, dans l'économie circulaire ? Ouais, exactement. Ok. Et c'est quoi qui t'a donné envie de t'investir autant là-dedans ? En fait, j'avais fait un stage de fin d'études chez Ashoka, qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux dans le monde entier. Et ça m'a permis de rencontrer vraiment des gens. En fait, j'ai compris quelque chose qu'on m'avait pas appris à l'école, que mes parents m'avaient pas appris, c'est qu'il y a des gens qui sont brillants, hyper intelligents et qui mettent toute leur énergie au service d'une transformation positive de la société. Et en fait, là, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai changé d'idéal, parce que l'idéal, quand on est à l'université ou quoi, c'est des gens qui peuvent avoir réussi d'un point de vue financier, monter dont on parle d'eux. Et là, je me suis dit, mais en fait,
pour moi, ça a redéfini l'objectif de réussite dans la vie, en fait. Et du coup, je m'étais dit, j'ai envie de rencontrer des gens qui sont acteurs sur ce sujet. Les plastiques, on n'en parlait pas beaucoup en 2017 dans les médias. Et pourtant, plus on creusait le sujet, plus on s'est dit, en fait, c'est un truc énorme, quoi. Il y a vraiment un truc qui fait presque la taille de l'Europe avec des déchets dans l'océan. C'est quoi cette histoire, tu vois? Plus on creusait, plus on se disait, en fait, il faut aller rencontrer des solutions. Et avec le prisme Ashoka, de se dire, mettre en avant les solutions, c'est une des façons de faire parler de la thématique. C'est avec ce prisme-là qu'on est parti aussi. Ok, et c'est quoi les plus gros projets du coup qui t'ont le plus marqué pendant ce tour du monde? J'ai eu un coup de cœur en Indonésie sur David qui, en fait, à l'âge de 21 ans, a lancé une boîte où il récupère des algues. Donc les algues, pour grandir, ça capte du CO2 en plus. Il en fait une espèce de papier et il en fait un packaging. Et en Indonésie, 9 plastiques sur 10 finissent directement dans l'océan. Donc là, d'un coup, il a un packaging en papier, entre guillemets, qui se dissout directement dans l'eau, qui est fait à partir d'algues. Et ça, je trouve ça brillant. Et le mec, il a eu ça comme idée à 21 ans. Et un autre exemple qui va vous plaire, Olivier Armano, c'est au Brésil, parce que tu as un mec, Juan Moussi, qui a créé un vélo à partir de bouteilles récupérées dans les bidonvilles, de bouteilles en plastique recyclées. Et c'est Donc le vélo est en plastique. Le cadre du vélo est en plastique recyclé et il est en fait garanti à vie. Donc le but, c'est que tu peux changer les roues de ton vélo. Ça peut être 26 pouces, 29 pouces. Donc tu peux le faire évoluer sa taille. Tu peux faire des trous un peu où tu veux. En fait, il est malléable et le but, c'est que tu gardes le même vélo. Tu puisses garder le même vélo pour faire tes trajets quotidiens et ça toute ta vie. Excellent. Je connaissais les vélos en bambou, mais les vélos en plastique avec des bouteilles recyclées en plus, ça je ne connaissais pas du tout. Voilà, Juan Moussi. C'est pas un truc hyper connu, parce que c'est aussi un mec anticapitaliste et du coup, il a ses idéologies, tout, mais vraiment, c'est un personnage incroyable. Hein. C'était un révolutionnaire uruguayen notamment. Mais du coup, c'est avec cette idée, ce projet qui était dingue, et c'était notre dernière rencontre engagée du projet. Donc, pour nous, il a laissé aussi une patte un peu particulière dans notre vie. Et donc du coup, en fait, votre rôle, c'était de faire la web series, donc c'était de faire des petites vidéos en mode reportage sur chacun des projets. Voilà, c'était de mettre en avant ses profils, d'apprendre, et puis derrière, en fait, en rentrant, tu vois, d'en faire notre métier et plus concrètement d'aider à cette transformation. Trop bien. Parce que ça, du coup, attends, rappelle-nous le tour du monde, t'avais quel âge? Il y a 4 ans, j'avais 23 ans. Ah ouais, d'accord, ok. C'était après tes études, c'était avant de te lancer dans la vie active, quoi. Ouais, en fait, pour moi, mes parents me disaient, faut que tu fasses un master en France et tout. Je disais, moi, mon master, c'est un master terrain. Et c'est mes 2 ans j'avais compté 6 mois de préparation du tour du monde, 1 an de voyage et 6 mois de retour. Et ils ont avalé la pilule facilement? Ah ouais, ils ont dit, ok, d'accord. Ça se tient. Aujourd'hui, ils sont très contents. Ok. Ça va, au niveau du support familial, t'es pas trop mal du coup. Ça va, maintenant ils ont pas le choix. et voilà, ça a commencé par des petits défis pour eux aussi, hein, et du coup maintenant ils sont à fond derrière. Trop bien. Tiens, et cette web série, du coup, on la retrouve où? Alors ça s'appelle Cycle to Recycle Plastic. On l'a diffusé beaucoup sur Facebook et sur YouTube. Ok. On mettra ça dans les notes de l'émission, comme ça les auditrices et les auditeurs qui veulent aller voir et qui veulent éventuellement adhérer au projet à leur manière pourront aller s'en inspirer. Super. Donc ça, c'était, comme le disait Olivier, c'était ta première aventure où tu mêles finalement aventure et sport. Qu'est-ce que tu as retiré de tout ça, en plus de tout ce qu'on vient d'échanger, et surtout, ça t'a ouvert la voie à quoi, à quelles autres aventures? Comment est-ce que ça t'a ouvert l'esprit à faire d'autres choses? Est-ce que tu t'es enfermé dans le travail fort de cette expérience, justement dans l'industrie de l'économie circulaire, ou est-ce que tu as continué à essayer de mêler travail et aventure? Alors, je suis rentré en août 2018 avec une leçon qui est peut-être une des leçons les plus précieuses que j'ai jamais reçues, qui est tu as le droit de croire en tes rêves. Ça paraît naïf comme ça, mais tu as le droit de croire en tes rêves. Et je suis rentré en me disant, en fait, là, je peux rien me refuser. S'il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire, qui s'aligne avec ce que je pense être ma mission de vie, tu vois, je me donne les moyens de le réaliser. Donc c'est pour ça que quand tu arrives à un projet comme
traversé Gibraltar ou les autres projets après, je me dis non, j'ai la force de croire, tu vois, en ce que j'ai envie de faire. Et ça te donne une confiance en toi aussi. Ouais, c'est ça. Ce En genre fait, de voyage. Tu c'est te dis j'ai fait le tour du monde à vélo, en fait c'est bon, la traversée de Gibraltar à la nage, easy quoi. Facile. Ouais. Même avec un vélo. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment un socle de confiance. Et je trouve que c'est aussi une des déficiences aujourd'hui dans la plupart des jeunes, en fait, qui n'ont pas forcément ce socle de confiance à la base. Et c'est vrai que l'idée de faire le tour du monde, c'était quand même un gros pas. Mais une fois que tu l'as atteint, en fait, après, ça te fait un vrai socle. Et donc, j'avais vraiment envie de mettre mon énergie pour conjuguer à la fois l'envie de partager ce que j'ai eu la chance de vivre pendant ces années. Et du coup, je le fais dans mon métier. Et là, on monte une équipe. On était 5 à l'époque. Maintenant, on est une petite vingtaine. Enfin, moi, j'en fais partie. J'ai rejoint Circulaire. Et du coup, je travaille avec 40 grands groupes sur l'économie circulaire, 40 startups. Enfin, en gros, j'arrive à bien comprendre comment ça évolue au fil des années. Maintenant, ça fait 3 ans. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant de rentrer plus dans les coulisses des directions RSE, tu vois, des plus grandes entreprises françaises, pour voir à quel point ce sujet évolue, en fait, ou non, d'ailleurs. Et donc ça, je trouve ça passionnant. Et après, dans mes aventures, ça m'a permis aussi de pas avoir à choisir entre c'est ou l'un ou l'autre, mais d'arriver à conjuguer les deux. Et en fait, la petite anecdote que j'aimerais partager sur, par exemple, le défi Titicaca, c'est que quand Théo m'a proposé de rejoindre le défi, je me suis dit ça va être impossible de à la fois conjuguer mon travail, le projet Zéro Mégo que j'ai initié, où on est plusieurs, mais c'est un peu moi qui portais les rênes du projet, quoi, qui était l'initiateur. Donc j'ai aussi beaucoup d'attentes, plus le défi Titicaca 6 mois après. Enfin, je sais pas comment je vais réussir à tout conjuguer. Et j'en parle à mes boss et je leur dis, voilà, j'ai dit non au défi Titicaca. Et j'avais dit non quelques heures avant à Théo. Et je leur dis, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et dans ma vie, souvent, j'ai eu du mal à dire non. Donc j'étais aussi assez fier d'avoir, pour une fois, sur un truc de ouf, dit non. Et là, ils me disent, franchement, on veut bien t'aider à dire non, mais pas là-dessus. Les potes t'ont pas aidé là sur ce coup-là. Enfin, si, ils t'ont aidé quand même, mais. Ouais, c'est mes 2 boss en plus. Ils m'ont dit, c'est un truc de ouf. Regarde comment tu peux conjuguer ça avec ton boulot, mais on peut trouver un bon équilibre. Et l'équilibre, ça a été de travailler à 80% et de prendre des grandes plages de congés sans solde toute cette année. Et donc aussi, tu vois, je reviens au message croyez en vos rêves, parce qu'à partir du moment où vous les partagez, vous les faites vivre, en fait, les autres le vivent aussi et du coup mettent les moyens pour que ça puisse fonctionner. Waouh. Alors justement, on va faire un grand saut en avant. On a bien parlé du projet Zéro Mégo. Je voudrais qu'on revienne justement sur ce projet de la traversée du lac Titicaca. Tu nous as dit que tu avais eu l'occasion de rencontrer Théo Curin, que vous en avez parlé, que tu as dit non. On imagine bien que finalement, tu as dit oui. Est-ce que tu peux nous rappeler la genèse de ce projet, les détails du projet pour ceux qui ne connaissent pas, et puis quand est-ce que ça a eu lieu, comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que tu en ressors? Carrément. Donc Théo Curin, athlète paralympique, paralysé au niveau des... pas paralysé, mais amputé au niveau des bras, juste un peu au-dessus du coude, et au niveau des genoux, juste après le genou, qui a fait du coup les Jeux paralympiques de Rio. Et en fait, depuis, ils ont changé la classification du handicap. Donc maintenant, dans sa catégorie, il se retrouve avec des gens qui ont ou leurs bras ou leurs jambes. Donc en gros, peu importe l'intensité qu'il met dans l'entraînement et l'acharnement qu'il peut y mettre, jamais il pourra être sur un podium. Et pour un athlète comme ça, s'entraîner, si c'est pas pour faire numéro 1, ça sert à rien. Donc il y a eu une petite phase de dépression pour lui, jusqu'au jour où avec son agente, Anne Bayard, ils se disent en fait, est-ce qu'on créerait pas notre propre aventure? Et ensemble, ils viennent sur l'idée du lac Titicaca, en se disant, déjà le nom faisait marrer Théo, et après, c'est quand même le lac navigable le plus haut du monde, il est à 3800 mètres d'altitude. Quand tu dis le lac navigable, c'est-à-dire parce qu'il y a des lacs qui sont plus hauts que ça. C'est des lacs de montagne, tu vois. Tu vas avoir au Népal, tu vas avoir des lacs très hauts, mais là,
Là, un lac de cette taille-là sur lequel il y a des bateaux qui naviguent, c'est le plus haut du monde. D'accord, donc c'est une question de taille. Quand tu dis que c'est navigable, c'est juste une question de taille. Enfin, tu pourrais arriver avec ton kayak sur le lac de haute montagne au Népal, ce serait pas un lac navigable pour autant, quoi. On dit navigable parce que c'est des gens qui, au quotidien, naviguent dessus. Ok, d'accord. Je pense. Une question de taille, une question de profondeur, une question de courant. Et je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Ouais. Bon, après, ça, c'est ce qu'on retrouve. C'est ce qu'on retrouve sur Internet. En réalité, je suis pas allé voir les autres lacs, mais je sais qu'il y a des lacs plus hauts. En gros, c'est juste pour dire c'est très très haut. Ouais, c'est 3600 mètres d'altitude, donc effectivement... 3008, c'est le refuge du Bouquet. 3008, comme un Ironman, Olivier, 3008. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 38% en moins d'oxygène. Donc imaginez, vous prenez une grande inspiration là, vous avez presque 40% en moins. Ça change quand même la donne pour un nageur. Donc il se dit, ok, 3008, et en même temps, j'ai pas envie de vivre cette aventure tout seul. Donc j'ai envie de la partager. Et le brief, c'est le traverser en longueur. Donc c'est 100... nous, on a fait 110 km. Et en autonomie. En autonomie, c'est aussi assez nouveau pour un nageur. Parce que autant on voit ça sur les mecs qui font le pôle Nord, mais autant un nageur qui tire sa poule casse, il y en a pas beaucoup. Et donc là, c'était le cas. Donc on a tiré un bateau qui faisait au total 500 kilos. Donc ça, c'était... Alors attends, parce que comment est-ce qu'un nageur tire un bateau ? Enfin, tu vois, je vois bien des chiens qui tirent un traîneau, ouais. Je vois bien quelqu'un qui pousse une poussette, mais un nageur qui tire un bateau de 500 kilos, faut que tu nous expliques l'astuce physique, l'astuce scientifique pour que quelqu'un qui pèse, tout mouillé, tu pèses 70 kilos, Mathieu ? Comment tu arrives à tirer quelque chose qui fait 500 kilos plus deux bonhommes dedans, parce que vous nagiez en relais ? Ouais, en fait, toi, Hermano qui fait un peu de swimrun, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de s'attacher à un nageur derrière, on s'attache à un bateau. C'est la même longe, c'est exactement la même longe qu'on utilise. Et on se met à l'eau. Le gros avantage, c'est qu'au lieu de tirer quelqu'un qui nage derrière, on tire des coques de bateau. Donc il y a beaucoup moins de frottement avec l'eau. Donc en réalité, c'est pas comme si on n'a pas un ressenti de 500 kilos, quoi. Par contre, ça nous ralentit. Donc, on nage avec des palmes. Pour te dire, si je nage en piscine avec des palmes, je vais faire du 4 km/h. Là, on fait plus du 2 km/h s'il n'y a pas de vent. Par contre, la nouvelle règle, c'est que du coup, on est hyper dépendant du vent. Dès qu'il y a un peu de vent, le bateau, la charge du bateau est beaucoup plus importante. Et du coup, parfois, on peut faire des vitesses qui sont négatives, quoi. On peut même pas avancer en nageant. Donc à ce moment-là, on se repose et on nage quand les conditions sont bonnes. Et vous faites quoi ? Vous êtes en bord de lac, du coup ? Vous jetez l'ancre et puis vous attendez ? En fait, au début, on avait un programme très précis, en se disant on va faire 1 heure chacun le matin, 1 heure chacun l'après-midi. Il faut savoir que l'eau, elle est aussi entre 10 et 14 degrés. Donc on est aussi hyper équipé, donc ça demande beaucoup de temps en fait pour mettre des chaussons, des gants, à la cagoule. Je confirme, Titi Caca, j'avais sauté dedans, je crois, en 2013. Okay. Parce que pas du tout dans l'optique de nager, mais plus j'étais sur un bateau, je me suis dit ça va être marrant de dire que je me suis baigné dans le lac le plus haut du monde. Donc j'ai sauté dans l'eau et effectivement je suis pas resté longtemps, quoi. Je suis remonté sur le bateau directement et je grelottais, quoi. Donc effectivement moi ça m'a interpellé la première fois que j'ai entendu parler de votre projet. Effectivement je me suis dit waouh, putain, mais ils sont chauds, quoi. Ouais. En fait moi j'avais la même impression parce que quand j'y suis allé un petit peu au même moment que toi, tu vois, 2013-2014. Et aussi, j'étais allé me baigner avec mon père et j'étais frigorifié, quoi. Et donc, quand Théo m'a proposé le défi, j'avais cette image en tête de me dire ça va être chaud tellement ça va être froid. Lui était au courant, j'imagine qu'il savait, il connaissait la température de l'eau, mais il se rendait compte, Il savait, mais en fait, c'est pareil, quand il m'a proposé, en fait, l'aventurier a une force, c'est sa naïveté. Ouais, un peu et comme du coup, au tout début, quoi. C'est exactement ça. Et on sait pas tous les problèmes. On se dit juste, 10 degrés, bon, ça va, tu vois, on va bien trouver un moyen, on se réalise même pas. Même petite combine et puis c'est bon, quoi. Mais sans cette naïveté, on partirait jamais. Donc j'aime bien, Ross Hedley, c'est un nageur anglais, il dit, faut être suffisamment naïf pour partir et entêté pour finir.
Et je trouve que j'aime bien cette citation. Et donc tu pars, vous rencontrez, il t'en parle. Le process, ça a duré combien de temps pour que justement il arrive à te convaincre, finalement tu dises non, puis finalement tu dises oui, et puis après vous vous lanciez dans la prépa avec Malia Metella? Ça a été assez rapide, parce qu'en fait, donc il me dit, on déjeune avec Anne et Théo, il me dit est-ce que tu veux nager? Le lendemain, je lui dis non. Le surlendemain, je lui dis laisse-moi 24 heures. Et au bout de 3 heures, je lui dis ok, mais par contre, il faut qu'on fasse 2 choses. Je vais nager avec toi et on fait un dîner tous les 2. Et je voulais nager avec lui pour qu'il voit mon niveau. Parce que moi, je suis pas un athlète olympique. Moi, je m'appelle pas Malia Metella ou Théo Curin et je voulais qu'il voit concrètement qu'en fait, je suis pas hyper rapide. Ça fait longtemps que j'avais pas... je m'étais entraîné pour Gibraltar, mais pendant 6 mois, j'avais pas trop repris la natation. Et donc, je voulais qu'il voit ça. Et après, je voulais qu'on dîne ensemble pour comprendre qu'est-ce qui l'animait dans ce défi, en fait. Parce que si on n'est pas aligné sur le pourquoi, dans les moments difficiles, c'est là que ça casse, en fait. Et donc, j'étais super positif. Enfin, j'étais vraiment positivement surpris de la maturité de Théo et de l'envie qu'il avait de porter, d'envoyer un message, en fait, d'espoir au monde, de dire, peu importe ce qui vous arrive, vous pouvez le faire, en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est séduit par ça. Et puis, il n'était pas trop effrayé par mon niveau en natation. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a le même niveau quand lui, il a ses plaquettes et quand moi, je suis sans rien. La différence, c'est que moi, je fais des longues culbutes. Et donc, dès que je fais une culbute, paf, je lui mets 5 mètres. Et donc, il accélère pendant toute la nage. Et en fait, du coup, quand on fait des chronos ou des trucs comme ça, c'est toujours la guerre entre tous les deux de qui va aller le plus vite. Et cette espèce de chassé-croisé où à chaque fois, il me rattrape au bout de la ligne et je lui remets 5 mètres sur la coulée. Bah, ça va. Dans le lac Titicaca, il n'y avait pas de culbute, donc vous n'avez pas pris la tête là-dessus. Ouais, et heureusement, on ne faisait pas la course. Donc ça a été assez vite pour la décision. Combien de temps pour préparer tout ça? Et quand je veux dire préparer, c'est pas uniquement sur l'aspect physique, c'est aussi surtout l'aspect logistique, sur l'entente, sur l'organisation, et puis sur s'il y a du vent, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, comment est-ce qu'on surmonte les différentes épreuves? Donc 1 an et demi de préparation. Le secret, c'est sur un défi comme ça, avec tellement de choses nouvelles, et un défi qui peut toucher en tout cas aborder certaines limites presque physiques, c'est de s'entourer des meilleurs. Donc c'est un truc que j'ai appris aussi. En termes de natation, on s'est approché de Stéphane Leca, qui était notre coach. Qui est d'ailleurs coach de Malia aussi. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a découvert le projet. Donc voilà, Stéphane, on te salue si tu nous écoutes. On t'embrasse, Steph. Et Stéphane Leca, donc, qui est un nageur, je vous invite à écouter les podcasts qu'il a fait avec vous. Mais c'est un nageur incroyable, c'est aussi une personne incroyable. Et il nous a accompagnés toute cette année sur les entraînements. Donc on allait le vendredi à Compiègne. Lui, il prenait son paddle et nous, on allait nager avec Théo et Malia pendant 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie. Dans de l'eau parfois chaude, parfois très froide. Mais en tout cas, il nous a accompagnés, il nous a amené aussi toute cette connaissance de l'entraînement et de la préparation, avec en fait une préparation toutes les semaines, mais aussi des stages spécifiques pour travailler à la fois la forme physique, mais aussi l'appréhension de certaines peurs qu'on peut avoir, comme par exemple le fait de tirer un radeau, le fait d'être dans l'eau froide. Donc on a fait comme ça 4 stages, des stages à Font-Romeu, on en a fait 2 à Font-Romeu. Et on en a fait un à Annecy et un à Matmal. Donc un à Annecy, en avril, l'eau elle était à 8 degrés. On n'était pas encore prêt avec l'équipement ou quoi, il neigeait dehors parfois. Et là, on en a vraiment parce qu'on tirait un catamaran avec une tente de camping dessus. Et donc, là, c'était vraiment pour tester les conditions de froid. Mais en fait, dans cette difficulté, on a vraiment réussi à souder l'équipe et à se dire, en fait, on est plus confiant sur la capacité à le faire. Ouais, et puis s'habituer à l'eau libre aussi, parce que au final, c'était surtout des nageurs en piscine. Ouais. Je sais pas si Théo et Malia avaient déjà des expériences en eau vive. Bon, toi, t'avais eu la traversée de Gibraltar, c'était déjà ça. Mais c'est différent. Enfin, c'est vraiment des disciplines complètement différentes, quoi. Ah ouais, Malia, en fait, c'est une nageuse, une sprinteuse, en fait. Il faut imaginer qu'elle fait sa performance, c'était 25 secondes. Et là, c'est pas du tout le même effort, quoi.
Donc ça, c'était une grosse différence. Et la différence aussi, c'est que Théo et Malia, avant l'aventure, ils n'ont jamais dormi en tente. Et là, c'est sur une tente flottante qu'on tire. Ça change un petit peu la donne, quoi. Donc effectivement, il y avait toute cette préparation. Et puis à 3, l'un contre l'autre, vous deviez vous tenir chaud, mais en même temps, il y a des petites vidéos qui tournent sur Insta où vous clashez mutuellement avant même d'être partis. J'aimerais bien savoir comment ça s'est terminé. On se clash tout le temps, mais c'est plus par bienveillance, par humour, quoi. Et du coup, on a fait un stage à Annecy, on a fait un stage à Tignes aussi, avec l'explorateur polaire Alban Michon. Et donc là, on a fait un trou, en fait, dans la glace. On est allé avec un préparateur Wim Hof se baigner, en maillot de bain dans la glace. On a eu une nuit dans la tente avec des exercices de survie qu'on a dû faire avec Alban. Donc là, c'était nous préparer un petit peu à ce qu'est l'aventure, l'expédition, en fait, et même poser des questions. C'est en sortant de ce stage qu'on s'est dit, on veut être en autonomie la plus totale. Donc tout le staff, il pensait avoir un bateau à côté, pouvoir nous soutenir. Steph, il pensait pouvoir nous dire, allez les gars, ça va le faire. Non, en fait, on a coupé toute communication. Et le but, on avait juste un téléphone satellite pour envoyer un petit texto s'il y avait un problème ou envoyer une nouvelle par jour. Mais voilà, s'il nous arrive une merde, en fait, on l'est tout seul. Et du coup, moi, j'ai dû me former à Chamonix sur les gestes de premier secours en milieu hostile pour se dire, s'il arrive quelque chose, moi, ma casquette, c'était infirmier à bord, parmi les casquettes qu'on s'était donné. Du coup, voilà, il a fallu vraiment gagner en maturité là-dessus. Et en général, quand tu as des groupes, justement, on demande à minima 2 personnes qui soient formées. Ouais. Parce que si t'arrive un truc à toi, du coup... Après, ouais, j'avais prévu... en fait, il y a que des cas très graves où moi, je suis pas conscient pour les aider, même à l'automédication. Donc là-dessus, on avait répété en piscine ce qu'on appelle le code rouge. C'est s'il y en a qui tombent inconscient, c'est en gros le plus dangereux. Et le dernier stage qu'on a fait, c'était à Font-Romeu. Et c'était 2 semaines et demie. Et ça, c'était juste avant le départ, en fait, au Pérou. Pour vraiment former une grosse caisse. Donc là, on a fait beaucoup de volume. On faisait 2 heures du matin, 2 heures de nage le matin, 2 heures l'après-midi, plus 2 heures de muscu, à peu près tous les jours pendant 2 semaines. Donc ça nous a donné une bonne caisse. Et quand on est parti, on se sentait prêt, en tout cas. Tu dis au Pérou, vous êtes parti du Pérou ou de Bolivie? C'était pas Copacabana? Ouais, si, t'as raison. On en est parti de Bolivie. Heureusement que tu suis Olivier. Et ça marche. Et donc vous êtes parti de Copacabana et vous êtes allé à Puno, c'est ça? On est parti de Copacabana, exactement, côté bolivien, ouais. Et on est arrivé dans la baie de Puno, exactement. Ok. Et vous vous arrêtiez, parce qu'il y a des îles sur le lac Titicaca, vous vous arrêtiez sur les îles ou bien vous étiez en plein milieu du lac, vous suiviez la rive, ça se passait comment? Alors effectivement, le plan à la base, j'avais dit, on nage 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, donc ça fait 6 heures au total, avec une bonne sieste au milieu. Il n'y a pas un jour où on a pu faire ça. Parce qu'en fait, on a eu... Ouais, vas-y, dis. Non, mais j'allais dire, c'est comme dans tous les sports, et notamment le triathlon longue distance, c'est que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, et tu peux prévoir tout ce que tu veux. À la limite, il y a peut-être sur les marathons secs où tu te fixes un objectif de vitesse de course, et puis que tu peux respecter. Mais sinon, de manière générale, on l'a vu notamment sur ce défi-là, ça se passe jamais comme tu prévois. Exactement. Et là, en fait, dès le premier jour, on s'est rendu compte au bout de 7 bornes qu'on pouvait plus nager à cause du vent, et qu'en fait, il y avait un décalage énorme entre les prévisions météo et ce que nous, on voyait comme météo sur le terrain. Et en fait, elles étaient jamais exactes. Parce qu'il y a tellement de thermiques, c'est tellement complexe, que même on a parlé avec un routeur du Vendée Globe qui essayait de nous donner les prévisions météo. En fait, c'était jamais exact. Et donc, on a dû vraiment jouer au chat et à la souris avec le vent. Et dès qu'il partait, hop, nous, on nageait. Et du coup, c'était tellement complexe aussi qu'on s'est dit... On pensait vraiment pouvoir nager au milieu du lac avec des ancres flottantes, une espèce d'énormes parachutes qu'on met sous l'eau, qui vont freiner la dérive. En fait, il y a tellement de vent et il dure tellement longtemps que si on faisait ça, on a fait le petit calcul, le premier jour, on serait revenu au point de départ dans la nuit, en fait. Donc on s'est dit, non, on a un petit moteur électrique, on enregistre le point où on a arrêté de nager, on va jusqu'à la côte, qui était pas très loin parce qu'il y a des îles à cet endroit-là.
On s'arrête, on se pose, et le lendemain, on revient à ce point-là et on se remet à nager. L'enjeu, ça a été pendant la grande traversée. Donc, ce qu'on appelle la grande traversée, c'est quand il n'y a plus d'île, quand on doit passer d'une rive à l'autre. Et là, il y a une nuit, on s'est retrouvé au milieu du lac et le vent s'est levé, en fait. Et le vent s'est levé vraiment jusqu'à 40 km/h et qui formait des creux dans les vagues, enfin des vagues en fait énormes qui soulevaient le bateau et où on se sentait vraiment pas en sécurité. Et là, en fait, pour nous, impossible de rejoindre la côte. Donc, on met les ancres flottantes avec la frontale accrochée au bateau avec nos gilets de sauvetage. Et là, comme si c'était pas assez épique comme ça, il y a l'orage qui s'invite à la partie et qui arrive sur nous, en fait. Donc, on se retrouve dans cette petite cage métallique au milieu du lac qui ressemble plutôt à une mer, comme si on était en pleine mer Méditerranée, avec la rive à 10 km de chaque côté, donc impossible de nager là-bas. Et on prépare un petit sac de survie au cas où le bateau se renverse. On dort avec le couteau à la main si jamais il faut déchirer la tente pour sortir de là. Et on dort, on n'arrive pas à dormir, mais on est vraiment les uns contre les autres à se raconter des petites histoires pour essayer de dédramatiser cette situation qui était quand même un petit peu compliquée. Avec le fameux « tu dors ?» Je dormais, ouais. Ah là, il n'y avait même pas de ça, non. Là, il n'y a pas de « tu dors ». On sait très bien que personne ne dort à ce moment-là. Et d'ailleurs, on essaie de contrer l'effet des vagues. Tu sais, quand tu as une vague importante qui arrive sur un côté, on essaie d'être là. Donc, on est plutôt en train de jongler, d'osciller, alors qu'on est crevé, on a nagé dans la journée. Enfin, il y a tout ça qui s'est accumulé, quoi. Et parce que tu disais qu'il n'y avait pas moyen de vous suivre, c'était pourquoi? Il n'y avait pas moyen de louer un bateau dans le coin, c'est ça? Si, mais nous, on avait choisi, en fait. Ah d'accord, c'était vraiment une volonté de votre part. Okay. Ouais, en fait, l'explorateur Alban Michon nous a dit, pour vous, c'est quoi l'autonomie? Si vous dites vous faites un truc en autonomie, comment est-ce que vous voulez vivre votre aventure? Et nous, on voulait être confrontés à nos propres choix. Et tu vois, dans ce genre de situation, si tu as quelqu'un qui t'accompagne, il va pas te laisser au milieu du lac, au milieu des vagues. Ce qui est normal, tu vois. D'ailleurs, eux-mêmes ne seraient pas sereins, ils ne seraient pas restés au milieu du lac. Donc ça nous a aussi confrontés, bon, survivants, donc on est content, mais ça nous a aussi confrontés à certaines difficultés. Et du coup à nous-mêmes. Et alors quand vous partez, tu dis effectivement les plans ne se sont pas du tout réalisés comme prévu. Vous aviez prévu de nager 6 heures par jour, un temps de traversée de combien de temps? Et au final, une fois qu'on tire les traits et qu'on regarde les stats, ça donne quoi? Et qu'est-ce que vous en retirez? Alors, au final, on avait prévu 10 jours. Si on avait eu le vent avec nous, on a réalisé après qu'on aurait mis 5 jours. Oui, si tu avais eu vent dans le dos. Ouais. Ou pas de vent du tout. Voilà. Non, pas de vent du tout, on n'aurait pas mis 5 jours. Mais en fait, et on avait choisi cet itinéraire parce qu'on était censé avoir le vent avec nous. Ok. Sur 11 jours, on a eu 8 jours le vent contre nous. 2 jours le vent avec nous. 1 jour, pas de vent. Et ce jour-là, on n'a pas pu nager. Donc on était frustrés. C'est pour ça que t'aurais bien aimé faire Pérou-Bolivie à la place, quoi. Du coup, c'est pour ça que t'as parti les pays maintenant. Bah ouais. Ouais, j'aimerais bien. Et il y a un jour où on a nagé 0. Il y a un jour où on a nagé 1,5. Et il y a un jour où on a nagé 25 bornes. Wow. Et ce jour-là, on s'est levé à 2h du matin, dans le froid, et on est parti nager parce que là, on avait juste c'était la bonne fenêtre météo. Et donc, je te dis, chat et la souris, là, le chat était pas là, alors la souris dansait. Mais du coup, on s'est vraiment mis à nager, on s'est relayé, et c'était l'avant-dernier jour. Mais c'était une journée super dure aussi. Et les relais, c'était systématiquement un nageur, ou parfois vous étiez à 2 en train de tirer parce que vous voulez aller plus vite? Parfois, on était à 2, mais c'est une mauvaise gestion de l'énergie, en fait. Si t'es à 2, ça veut dire que tu te fatigues, en fait, 2 fois plus, parce que tu gagnes pas 2 fois plus en vitesse. Ouais, non. Okay. Non. Donc, en fait, il y a un jour, on a fait 1,5 km. Et là, c'était tous les deux avec Malia. Et en 1 heure. Pour te dire la puissance du vent, tu vois, normalement, tu mets 2 heures tout seul. Là, 1 heure à 1,5 km. Et en fait, on avait envie d'avancer, quoi. C'était à ce moment-là où on n'avançait pas. Et du coup, le moral était clairement pas au top, tu vois. Donc on se dit, il faut qu'on chope ça. Et puis, au bout d'1 heure, t'es mort, tu sais, avec les vagues et tout. En fait, ça te tire dans le dos, parce que t'as quand même aussi
la pression lombaire de tout le poids que tu tires. Donc là, on s'est dit, ouais, bon, là, c'est pas le bon moment, vaut mieux attendre et partir quand ce sera mieux. Ok, et donc vous arrivez à Puno, il se passe quoi? On a vu des photos, hein, il y a pas mal de photos qui tournent sur les différents réseaux, avec notamment les bouteilles de champagne, l'arrivée. Et il se passe quoi? Il se passe quoi dans ta tête ou dans vos têtes? En fait, cette dernière journée, elle a été très dure parce que le matin, on pensait arriver très vite, on pensait avoir une journée facile justement dans le golfe de Puno. Donc là, on est entouré en fait de montagnes, donc on s'est dit il y aura moins de vent. Et Théo fait un premier créneau et au bout de ce premier créneau, 3 km, on se rend compte qu'on n'a pas le bon cap. Et donc en fait, ces 3 km ont servi à rien et que le vent est en train de se lever et que du coup, faut traverser le golfe avec le vent de côté. Donc pour les nageurs qui savent ce que c'est, on boit la tasse, ça nous retourne, ça change notre nage. Et quant à la fatigue des 25 km où on a dû traîner le radeau la veille, en fait, et puis les 10 jours avec un manque de sommeil, le froid, etc., c'était une journée en fait très dure. Et les créneaux qu'on a fait, on était vraiment à bout. À chaque fois, on sortait, on disait putain, j'en peux plus. Ça faisait 1 heure qu'on nageait. Normalement, en fait, finalement, on avait fait des créneaux plutôt d'1h30 à chaque fois. Donc là, vraiment, moral dur. Et c'était bien, parce que c'est ce qu'on va chercher, tu vois. Si tu arrives et qu'il te reste 2 bornes à faire, t'as pas la même sensation. Mais du coup, il y a eu une espèce de soulagement énorme quand on passe cette espèce de ligne d'arrivée fictive où il y a des centaines de personnes, à la fois des locaux. Donc c'est sur des îles flottantes, ce qu'on appelle les îles Ouros. Oui, les îles de Puno. Voilà, c'est des îles de roseaux, en fait, sur lesquelles il y a des gens qui vivent. Et donc là, on arrive et c'était... justement le président de cette communauté Ouros qui nous accueille avec des gens qui sont des Français qui sont venus de loin pour venir nous féliciter. Il y a tout le staff qui est là et t'imagines toutes les émotions qu'on a vécues pendant ces 11 jours. On a cru mourir 3 fois en fait. T'as tout ce soulagement qui tombe. Et donc ouais, c'est un moment assez fantastique. On a tous les 3 les larmes aux yeux parce que c'est un moment magnifique et je pense assez unique dans notre vie. Et ça se voit sur les photos d'arrivée, hein. Enfin, je veux dire, on voit le bonheur et la joie d'être arrivé et en même temps, on voit que sur vos visages, vous êtes marqués, quoi. Ouais, on peut lire en fait sur notre visage l'effort des 11 derniers jours, quoi. Ouais, complètement. Et vous avez dormi combien d'heures par jour en moyenne? Ça ressemblait à quoi? En fait, on dort sur un matelas qui était pas mal d'ailleurs. Après, c'est pas le matelas qu'on a chez soi, hein. Mais c'était pas mal, mais on dort pas très bien en fait. La nuit, on se couche tôt, donc on va se coucher à 7h du soir. À 8h, on essaie de dormir. Mais en fait, on se réveille plusieurs fois la nuit. Et puis, à partir du moment où on a compris que le vent, c'était un peu notre guide, on se réveillait toutes les heures pour voir la vitesse du vent. Donc, moi, j'avais sur ma montre, je mettais un réveil à 2h, 3h, 4h pour voir ce que donnait le vent. Et hop, s'il y avait une bonne fenêtre, il faut y aller. Tu vois. Ouais, donc t'es toujours dans une phase de sommeil. T'es jamais dans un sommeil profond, ouais. Quoi. Non, Et ça impacte aussi beaucoup, hein, parce que même si tu fais beaucoup d'heures, mais pas dans un sommeil profond, forcément tu récupères moins bien aussi. Donc, Ouais. Après, on faisait des siestes aussi. Ça, c'était là où j'avais l'impression d'avoir les sommeils les plus profonds, c'était l'après-midi quand je faisais une sieste. Parce que quand il y avait du gros vent, en fait, du coup l'après-midi, tu lis. On a beaucoup lu, mais on a aussi fait pas mal de siestes. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de temps mort aussi. Ouais, en fait, imagine. Il y a la bonne fenêtre météo de 8 à 10 heures du mat. Le reste du temps, t'as rien à faire. Tu fais à manger, tu vas te baigner, tu lis, tu discutes. Ouais, normalement, c'est le moment où tu dis que t'écoutes des podcasts. Non, en fait, je m'étais mis des podcasts, tu vois, sur mes écouteurs. Donc, Théo et Malia nagent beaucoup avec les écouteurs. Malia, c'est comme un interrupteur, tu mets de la musique, elle s'allume et elle est à fond, quoi. Donc quand elle nage, parfois elle chante et tout. Il faut y aller parce que pour chanter en nageant, chapeau, quoi. Ouais, mais c'est une nageuse olympique, elle vit dans l'eau. Ouais. En plus, c'est toujours la même playlist, donc au début c'était marrant, mais à la fin, elle les connaît par cœur, quoi. Mais bref, et du coup, moi je m'étais mis des podcasts en me disant ça passe beaucoup plus vite avec des podcasts.
Et en fait, j'écoutais qu'un seul podcast de tout le truc. Parce qu'après, je me disais, en fait, c'est trop cool, mais je suis plus là pour réfléchir, quoi. Mais lire, j'adore ça. Moi, j'ai lu 3-4 bouquins sur le bateau. C'était chouette. Bon, et du coup, quand t'as fini un bouquin, t'en fais quoi ? Tu le balances par-dessus bord pour que ça pèse moins lourd ou tu le gardes pour... Ouais, carrément. Non, c'était sur une liseuse, donc ça va. Ça va. Et tu parlais de nutrition aussi, donc vous cuisiniez sur le bateau. Ça ressemblait à quoi votre nutrition ? Enfin, votre cuisine plutôt. Alors, la nutrition, on avait un petit défi, c'est qu'on voulait qu'elle soit zéro déchet. Du coup, j'ai pas parlé aussi, mais le bateau, en gros, c'est que la récup. Enfin, c'est en grosse partie de la récup. Attends, donc le bateau, quand tu dis le bateau, c'est le bateau en lui-même ? Vous avez fabriqué le bateau pour le défi ? Ouais, on a fabriqué le bateau pour le défi, ce qui était un vrai enjeu, parce que ça faut un truc qui prenne pas beaucoup l'eau, qui soit aussi confortable, etc. Et vous l'avez fabriqué où, le bateau ? Ça aurait été plus simple de fabriquer un truc neuf, mais on a récupéré, en fait, un bateau c'est un Tornado, c'est un modèle de bicoque, qui avait fait les Jeux Olympiques en 88, je crois. Et après, il a été transformé en un bateau pour Plastic Odyssey, donc il a fait le tour de France au carburant à partir de déchets plastiques. Et c'est des copains, et du coup, après, ils nous l'ont donné pour qu'on le transforme dans le bateau qu'on a eu, en achetant par exemple une tente de voiture, de toit, de seconde main sur le Bon Coin. On a assemblé toutes ces parties avec des ingénieurs qui ont tout conçu, et on a fait plein d'essais pour qu'il soit prêt et qu'il s'améliore. Et du coup, la nourriture, l'enjeu, c'était comment tu as du lyophilisé, pas trop lourd, mais en vrac. Et du coup, on a travaillé avec un chef qui s'appelle Juan Arbalez, franco-colombien, qui nous a préparé tous nos repas et qui l'a mis dans des sacs en silicone réutilisables. Et donc, maintenant, tu vois, je les utilise encore chez moi, ces sacs-là. Et du coup, on mangeait, par exemple, un petit risotto aux champignons, tu vois, en dîner, avec en dessert un petit fondant au chocolat en poudre, tu vois. Mais c'était très bon. C'était super bon. Attends, c'est dingue, mais parce que lyophilisé, ça veut dire que tu as quand même besoin d'eau chaude. Donc vous aviez des réchauds, c'est ça, à gaz ? Voilà, on avait un petit réchaud. Pas à gaz, parce que les bonbonnes, en fait, ça génère plus de déchets. Ouais, c'était justement la question sous-jacente. C'est des bonbonnes qui fonctionnent à partir de pétrole. Donc ça reste du pétrole, mais en fait, derrière, j'ai pas besoin de l'acheter, j'ai juste à la remplir. Ça marche super bien, c'est ce que j'utilisais pendant mon tour du monde. Et donc, on réchauffait l'eau, et on mettait dans le lyophilisé, ou ça peut être du déshydraté aussi, c'est un peu différent dans le process. Mais on a bien mangé, on a très bien mangé. Et alors attends, parce que la partie technique, une fois que tu as mangé, il faut évacuer. Comment est-ce que vous organisiez ça sur le bateau ? Finalement, on était très souvent proche de la terre. Donc c'est comme si tu fais une rando, tu fais un petit trou, tu t'assures que tout soit nickel, et puis tu fais ton business. Ouais. Et parfois, en fait, c'était dans l'eau directement. Ok. Donc tu tu te mets sur l'échelle à l'arrière, et puis... On imagine. Voilà. On imagine bien. Ok. Mais c'est génial parce qu'en fait, ce projet, parce que en fait, ce qui est beaucoup mis en avant, c'est on a traversé le lac Titicaca en autonomie, mais en plus de ça, en zéro déchet. Et on a construit notre bateau, et en fait, il y a beaucoup plus, quoi, derrière, c'est dingue. Ouais. C'est, parce que l'aventure, elle va c'est pas juste la traversée, quoi, il y a beaucoup plus. Carrément, et tu vois, et aussi, j'en ai pas parlé, mais on avait un vrai lien avec des assos sur place. Donc en fait, moi, quand je suis arrivé, j'ai fait plusieurs conférences pour sensibiliser sur l'importance de la gestion des déchets. Okay. En fait, parce que là-bas, ils ont une très bonne volonté, mais ils n'ont pas forcément les idées ou les outils, en fait, pour mettre en place ces solutions. Et notamment, on est en train de financer un bateau qui va récupérer les déchets sur l'île du Soleil et l'île de la Lune, 2 grosses îles sur le lac. Parce qu'aujourd'hui, les déchets ils sont directement brûlés dessus ou jetés dans le lac. C'est aussi les 2 îles les plus touristiques ouais, voilà, sur le c'est lac. ça. Donc en fait, les gens ils brûlent les trucs dessus, c'est dégueu, ça aide pas les touristes, c'est hyper polluant. Et donc nous, on finance un bateau qui va régulièrement faire les allers-retours, en fait, et ramener ces déchets avec ceux de la ville pour qu'ils soient gérés comme ça. Donc il y a aussi tout ce lien qui est énorme de se dire, putain, on a eu la chance de traverser ce lac, il faut aussi qu'on laisse un héritage, quoi. Et d'un point de vue sportif, justement, alors on l'aura bien compris, ce qui importait, c'était pas la performance, mais d'un point de vue sportif, quel héritage, quel enseignement vous en avez tiré ?
Alors, tu peux peut-être pas parler pour les trois, quoique après 11 jours sur un bateau l'un contre l'autre, je pense que ça crée des liens. Mais toi, en tout cas, qu'est-ce que tu en as ressorti ? Le premier truc qui me vient en tête, c'est Malia qui sort du bateau à un moment donné et qui me dit « Jamais plus je retourne à la piscine ». Et c'est exactement ce qu'elle s'est dit après sa carrière. D'ailleurs, venant d'une nageuse olympique bassin, c'est quand même fort, quoi. Mais elle a dit... elle avait arrêté pendant 10 ans, en fait, sa carrière. Donc, franchement, chapeau à elle d'avoir repris un défi comme ça, avec un niveau qu'elle a retrouvé après 10 ans d'inactivité, quoi. Mais là, à un moment, on est allé un peu loin, mais physiquement, on avait fait un super boulot, on était prêts. C'est plus mentalement où c'était dur, en fait, d'être confronté justement aux éléments comme ça. Moi, j'en ressors finalement avec un vrai apprentissage sur l'importance du froid. Donc tu disais je suis en t-shirt, mais en fait j'ai compris que le froid, m'exposer régulièrement au froid, c'est comme avoir un vaccin naturel. En fait, ça booste mes défenses immunitaires. Et du coup, en fait, en rentrant, forcément, je m'étais dit ouais, je vais prendre des douches chaudes et tout, c'est fini ces conneries. Et en fait, 2 semaines après, là, j'étais à Paris cette semaine, j'étais en t-shirt. Voilà, et on est en décembre. Alors, je n'y suis pas tout le temps, je ne me refuse pas de... Maintenant, je suis moins catégorique qu'avant. Mais j'ai vraiment compris que ça m'apportait quelque chose, en fait. Je me sentais encore plus vivant. Donc, physiquement, le froid. Ensuite, la nage. Franchement, j'ai tellement aimé ça que je me dis j'aimerais bien me relancer dans un défi. Je vous vois venir avec votre question alors, les prochains défis et tout. Pas tout de suite, quand même. Moi, j'en ai un, si tu veux, l'année prochaine, au mois de mai. Tu peux m'accompagner pendant quelques kilomètres. Peut-être sur la partie natation, ouais, tu te lances sur un gros swimrun, c'est ça ? Ouais. Et vas-y. Non, et puis donc tu disais sur la partie froid, sur la partie natation et sur la partie peut-être personnelle ou mentale, Qu'est-ce que t'en retires ? En fait, pendant 10 jours, on a vécu sur une espèce de tiny house flottante, donc une petite maison, et vraiment en utilisant l'essentiel. Et donc là, je suis rentré chez moi. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes mes affaires et je me suis dit en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de garder et qu'est-ce que je traîne chez moi sans en avoir envie. Donc d'un côté, il y a plein d'affaires que je vais redonner, et d'un autre côté, il y a plein d'affaires que j'adore, ces affaires d'expédition, mais que j'utilise pas très souvent. Et donc j'ai pour mes copains et ma famille, je les prête en fait. Donc j'ai tout mis sur une plateforme, et donc derrière, demain, tous mes potes, s'ils veulent louer telles affaires ou telles affaires, ils peuvent les utiliser. Et donc en fait, j'ai changé mon regard sur ce que j'avais la chance d'avoir. Et comment est-ce que je peux le faire partager, ou comment est-ce que je peux, sur ce dont j'ai pas besoin, m'en débarrasser. Parce que tout ça, c'est comme un poids qu'on a, et plus on a de trucs, en fait, plus ça nous préoccupe l'esprit. Donc, avoir cette légèreté, ça nous permet de nous concentrer sur ce qui est important, les relations, les projets, les rêves, tu vois, les émotions et tout ça. Donc il y avait cet héritage-là, et après, il y a forcément une amitié de dingue qui s'est créée avec Stéphane Leca, avec Anne Bayard-Lagente, avec Théo Curin, avec Malia, enfin avec tous ces gens-là, je les cite pas tous, mais avec qui, en fait, cette année et demie d'échanges, de progression, avec des gens que je connaissais pas et qui sont très loin de mon milieu, tu vois, de l'économie circulaire, etc., de Paris, ça m'a aussi beaucoup ouvert l'esprit. Et on doit beaucoup parler de circularité, d'une certaine manière, le côté minimalisme, et je partage je partage ce que j'ai en fait avec ma communauté. C'est aussi finalement de la circularité. Exactement. Pour les triathlètes ou triathlètes en devenir qui nous écoutent, comment est-ce que selon toi on peut ajouter de la circularité dans le sport, dans notre pratique du sport? Je pense une des meilleures façons, c'est si on évite aux autres d'acheter quelque chose de neuf. Donc moi, c'était ma conception sur le matos d'aventure, mais en fait, j'ai fait pareil avec mon vélo de route. J'ai un pote qui va faire un triathlon, je dis prends ma trifonction, prends mon vélo, et c'est quelque chose de le dire, prends-le, et de le savoir, et de dire regarde, j'ai un lien avec tout ce que j'ai d'aventure, et si c'est dispo, t'as qu'à le prendre, tu vois. Et t'as utilisé quoi pour ça? C'est une plateforme existante ou c'est un truc que t'as fait toi-même? Ouais, moi j'ai utilisé un truc qui s'appelle shareathlon.com, et pour l'instant c'est pour ma famille et mes amis, et si ça marche bien, en fait, c'est pour tester le format.
Et si ça marche bien, en fait, j'élargis le cercle. Donc j'ai juste mis, normalement c'est pour le prêter à tout le monde. J'ai juste mis un petit lien en commentaire en disant pour l'instant je teste avec ma famille pour voir si ça marche ou pas. Si ça se trouve mon cousin oui, il va mettre 3 ans à me rendre mon vélo d'aventure. Je vais dire t'es sympa. Donc je teste le format. Mais je pense que ça, faut vraiment changer la vision de je possède quelque chose, donc c'est à moi. Je pense que ça, c'est vraiment un des leviers. Et après, nous, triathlètes, on a un petit rapport au matériel qui est quand même un petit peu particulier. J'ai l'impression qu'on veut toujours avoir le meilleur truc, la meilleure performance, le dernier casque. Je pense que c'est important de se dire que c'est pas ça qui fait la performance. C'est pas ça qui fait forcément la différence. Et justement, moi, j'ai un goût particulier quand je dépasse quelqu'un en vélo et que cette personne a un casque aérodynamique, je me dis, ça montre. Enfin, j'ai l'impression de me dire, voilà, il y a un peu une corrélation entre le niveau qu'on a vraiment et le matos qu'on a. Donc voilà, je pense avoir un rapport au matériel qui est particulier et de pas forcément accumuler les choses. Je pense que ça, c'est important. Je pense qu'effectivement, comme tu le dis, le matériel, c'est quelque chose qui va augmenter la performance, mais ça reste marginal par rapport à ce que tu peux d'abord faire toi en tant que personne, c'est-à-dire toi mieux t'entraîner en tant qu'athlète et aussi potentiellement aller perdre du poids, prendre ton objectif de forme. Enfin, c'est quand même dingue que t'aies des gens qui achètent des pièces carbone pour le vélo, machin, pour aller gagner des 100-200 grammes. Là où en fait c'est des gens qui sont aussi peut-être un peu en surpoids et qui pourraient perdre 2 kilos, quoi, tu vois. Donc t'as des trucs comme ça où les gens se disent bah ouais, en fait je vais m'acheter un vélo à 15 000 balles, alors qu'en fait commence déjà par t'entraîner un peu mieux, à mieux manger, et puis on en reparlera, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est pas forcément accumulé. Après, chacun a sa philosophie, mais il y a aussi on a aussi des limites planétaires, et donc à mettre un peu de conscience dans sa pratique sportive. Je pense que ça, c'est important. C'est hyper important, et c'est quelque chose qu'on en a encore jamais vraiment parlé sur le podcast. Et moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est vrai que j'ai bossé aussi dans l'environnement pendant plusieurs années, et donc c'est un sujet que j'ai toujours voulu aborder. Donc voilà, content de pouvoir le faire avec toi. Je pense qu'il faut qu'on essaye d'inviter Kylian Jornet et de poser la question justement du pourquoi est-ce qu'il arrête de courir à travers le monde. Ce serait un bon représentant du sujet. Déjà Xavier Thévenard aussi, hyper avancé sur ces thématiques. Et en fait, derrière ça, et ça rejoint un petit peu, tu vois, votre rôle à travers le podcast, c'est, pour moi, le sportif, il a un rôle énorme dans la parole qu'il prend, dans le message qu'il envoie. Parce qu'en fait, à travers le sport, on vit des émotions et on fait vivre des émotions aux autres. Et du coup, on a vraiment une responsabilité ou un rôle à jouer, en tout cas dans cette transition écologique, de faire passer des messages. Et c'est moi ce que j'essaie de faire, en fait, à mon échelle, à travers des aventures. Mais derrière, c'est aussi la prise de conscience que prend un Xavier Thévenard, un Kylian Jornet, et du coup, qui utilisent leur notoriété pour faire passer un message positif et montrer qu'en fait, ils ont changé leur comportement. Donc, je pense qu'il y a vraiment presque un des rôles les plus importants, c'est dans la diffusion, tu vois, du message, si on est cohérent avec ses actions, qu'on veut faire passer aussi. Et quand on a, à travers le triathlon, cette connexion avec la nature, cette connexion avec l'eau, cette connexion avec la forêt, par exemple, on a aussi presque un rôle d'ambassadeur, de protéger notre terrain de jeu et de le partager. Complètement. Tu me disais en off tout à l'heure que tu étais un peu pris par le temps, donc on va pas te prendre beaucoup plus de temps. Mais j'ai encore 2 questions pour toi. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Donc quel serait, à ton avis, le meilleur conseil qu'on puisse donner à nos auditrices et nos auditeurs pour devenir triathlète ? Je dirais de découvrir vraiment ce que vous aimez, en fait, à travers le sport. Pour moi, le triathlon, c'est fantastique parce que ça permet, à travers plusieurs sports, de se connecter à soi-même, à travers plusieurs moyens. Et donc, pour moi, c'est ça le but principal du sport, en fait. C'est de mieux se connaître et pas d'être performant. Wow. Et puis, la deuxième question, qui est vraiment la question de clôture de cet épisode et de tous les épisodes en général. Si on veut en savoir plus sur toi, si on veut échanger avec toi, si on veut se connecter avec toi, si on veut te proposer une aventure, puisque tu nous as dit que tu savais pas encore quel serait ton prochain défi, où est-ce que ça se passe ? Alors déjà, j'ai beaucoup de projets. Et c'est juste que je freine tout en me disant attends, prends un peu de temps pour digérer tout ce que tu as vécu d'abord. Donc s'il vous plaît, si vous avez des projets de ouf, dites-le moi, mais sinon je vais me retrouver avec trop de trucs. Sur LinkedIn, je suis beaucoup sur LinkedIn. Sur Instagram aussi, donc Mathieu Vitvoet, WITVOET. Mais sur LinkedIn, je suis plus présent et avec plaisir en tout cas pour échanger. Dites-moi ce que vous en avez pensé ou quoi, et surtout éclatez-vous dans le triathlon et peut-être qu'on se verra sur une des épreuves l'an prochain.
Super. Bah, écoute Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tout ce partage. Merci pour nous avoir fait vivre un petit peu les aventures que toi tu as vécues ces dernières années. Et on se donne rendez-vous peut-être, comme tu l'as dit, sur une compétition. Et Olivier, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Yes, ça marche. Un grand merci à toi Mathieu, tu nous as fait voyager, c'était hyper cool. Et écoute, à très bientôt. Trop bien, merci. Merci, Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.